quoi la nouvelle vague? La nouvelle vague dans le cinéma français, c'est la jeunesse, vous comprenez. C'est la force de la jeunesse dans un cinéma, comment vous expliquer, dans un cinéma qui était né sous l'occupation. Et puis tout d'un coup, la jeunesse est arrivée, une jeunesse qui avait un immense avantage. Elle était passée devant son enfance de l'occupation à la libération. Or, par conséquent, elle avait derrière elle non seulement la force de la jeunesse, mais cette espèce de joie de vivre qui s'était emparée de la France à ce moment-là, de bonheur. Et le siège avait été occupé par certains médiocres, enfin des gens de talent, mais secondaires. Et alors, ils avaient créé un cinéma corporatif, confiné. Ils croyaient dans la pureté, les travelling, dans la qualité d'un tas de choses, du travail fignolé, la calligraphie. C'était vraiment dans un pays où une espèce une équipe de gens s'était emparée, avait créé un centre national du cinéma. Ça ne s'appelait pas à ce moment-là, ça s'appelait le centre national de la cinématographie. Ce centre national avait créé le corporatisme, si vous voulez, avait gardé de la période de Vichy les cartes de travail, les ceci. Il fallait faire 4 assistanats pour pouvoir signer un film. On est arrivé à des choses aussi absurdes que Christian Bérard ne pouvait pas décifrer. Tout d'un coup, la jeunesse était comprimée, elle a éclaté. Elle a éclaté parce qu'elle avait du génie, elle avait du talent. Et elle avait de toute façon le génie de la jeunesse, parce que le génie de la jeunesse, les jeunes gens regardent devant. Ce sont des gens qui sont contre ce qui est toujours, la jeunesse est toujours contre le présent, parce qu'elle est le devenir, même si ensuite elle devient le passé, vous comprenez? Ceux qui les ont trouvés, c'est 2 ou 3 vieillards producteurs, enfin à l'époque c'était moins vieux qu'aujourd'hui, qui avaient toujours été liés à l'avant-garde et qui aimaient le cinéma, et qui tout d'un coup ont donné la possibilité à Truffaut de faire son film, la possibilité à Godard de faire son film, et surtout l'histoire de l'héritage de Chabrol. Et puis tout d'un coup, contre toutes les règles, dans ce cinéma où tout était en cartes, sans les cartes, ils ont fait du cinéma. Et en 5 minutes, tout s'est écroulé. Parce que tout d'un coup, la vie a pénétré sur l'écran. Quand on regarde les films, si vous voulez, si on passe, je me suis amusé une fois à passer chronologiquement une bobine d'un film de 35, une bobine d'un film de 45, etc. Quand on arrive au film de la Nouvelle Vague, ce qui frappe, c'est qu'il y a un relief fantastique qui est justement un tonus de vie fantastique dans l'œuvre. Alors évidemment, il y a cet éclat, ça a été... vous comprenez, c'est les murs de Jéricho se sont écroulés, surtout, et ça a été la transfiguration du cinéma français pendant un certain temps, des règles qui ont été rejetées, des talents qui se sont manifestés, et des talents qui sont allés montant jusqu'en 1968. Justement, pourquoi 68, tout d'un coup, la fin de la nouvelle vague? Ou de cet éclat? À partir de 68, on a essayé de corrompre la jeunesse en France, de l'acheter par tous les moyens, et elle a résisté. Mais cette lutte a été, si vous voulez, quand on lutte contre quelque chose de cet ordre, c'est une lutte négative, c'est pas une lutte constructive. On est obligé de dire tout le temps non, c'est le refus. Alors les gens vraiment valables, qui se sont restés valables, ils en sont comme Garel à tourner avec des bougies. Et Godard aussi tourne avec des bougies. Et tous les gens qui ne disent non au système tournent avec des bougies. Le cinéma français en ce moment est sclérosé. Est-ce qu'il est en attente d'une nouvelle vague, un autre éclatement? Le cinéma français n'est pas sclérosé, il est assassiné, c'est pas la même chose. Et est-ce que vous entrevoyez l'arrivée d'une autre vague? Il est assassiné d'une façon merveilleuse, vous comprenez? Il est assassiné comme Othello a assassiné sa femme, derrière un coussin, sous un coussin. Alors on ne peut pas crier à l'assassinat parce qu'il n'y a pas de sang, c'est tout. Vous pouvez expliquer? Ah, je ne peux pas expliquer. C'est trop compliqué. J'ai dit ce que tous les gens doivent comprendre. Chaplin, c'est le peuple. Ce n'est pas un homme qui va vers le peuple, c'est un homme qui sort du peuple. C'est tout à fait différent, c'est vraiment le peuple.
Et par conséquent, quand on vous dit actuellement il faudrait un cinéma populaire, il faudrait faire quelque chose, c'est la clé de tout le cinéma que j'appelle, si vraiment, c'est la clé du cinéma de demain. Pour moi, c'est Chaplin. C'est l'inverse de Griffith, c'est l'inverse de tout le monde, parce qu'il pratiquement, c'est le triomphe de l'absolue simplicité. Vous comprenez, la caméra est là, elle ne bouge pas, et puis lui bouge, et puis ce qu'il fait, c'est tellement cinématographique, c'est vraiment une chose extraordinaire, sur ce plan. Mais il y en a un autre. C'est que si on se place sur l'angle, si vous voulez, la fameuse question, toujours la même, quels sont les 10 meilleurs films du monde, ou si vous allez dans une île déserte, qu'est-ce que vous voulez voir, ou un truc comme ça, et bien finalement, la réponse, bon, je sais bien qu'il y a des gens qui vous disent c'est ceci, c'est cela, c'est cela, c'est ceci, c'est cela, c'est cela, après Chaplin. Par conséquent, les 10 meilleurs films du monde sont de Chaplin. C'est exactement, vous comprenez, c'est la perfection. C'est la perfection la plus extraordinaire, c'est la limpidité, vous comprenez, c'est tellement naturel qu'on ne s'aperçoit même pas que c'est la perfection, vous comprenez. Et c'est la force d'ailleurs de Chaplin, c'est que c'est tellement simple que chaque fois qu'on voit un film nouveau de Chaplin, c'est arrivé depuis le début du parlant, on dit celui-là est moins bon que le précédent, parce qu'on a le souvenir du précédent. Et évidemment, on est tellement ahuri par la simplicité de ce que l'on découvre. Et puis après, quand on voit 10 ans après, on dit « Ah, mais c'est superbe, c'est aussi bon que le précédent ». Mais il n'y a pas que ça avec Chaplin. Chaplin, c'est le témoin de notre temps complètement, totalement. Si vous voulez, si on voulait dire, si pour exprimer l'histoire de notre temps dans le futur, après un immense incendie, quelles sont les 10 œuvres ou les 20 œuvres ou l'œuvre qu'il faudrait sauvegarder, c'est pas difficile, il n'y a qu'à sauvegarder, c'est de Chaplin. Parce que Chaplin, c'est vraiment, tout est tracé, si vous voulez, de son premier film jusqu'à son dernier film, tout y est, tout, du 19e siècle tel qu'il était encore au début du 20e. L'évolution de l'Amérique qui était encore un pays de pionniers, l'Angleterre du 19e qui se mêle, car l'Amérique, si vous voulez, au début du 20e est encore anglo-saxonne. Et puis tout d'un coup, tout change avec City Lights, par exemple. City Lights, c'est déjà l'inhumanité du monde moderne, total. Et puis, toute une autre époque apparaît avec les temps modernes. Les temps modernes, c'est les grands mouvements, les aspirations sociales. Et puis tout d'un coup, vous avez le dictateur. Et puis après le dictateur, si ma mémoire est bonne, vous avez Verdoux, qui est le plus bel père de claques qu'on ait jamais donné à toute une société. Vous avez ensuite Limelight, qui est et puis vous avez le roi New York, et puis vous avez cette chose superbe qui s'appelle la comtesse de Hong Kong. Parce que la comtesse de Hong Kong, ça se passe sur un bateau, mais il vient d'où ce bateau? Et d'où vient ce sénateur? Sinon de Vietnam. Moi, vous comprenez, je trouve Sophia Loren prodigieuse. Elle a acheté pour 1 milliard l'éternité grâce à Chaplin. Elle existera toujours puisqu'elle est dans un film de Chaplin. Vous comprenez? Tout ça est absolument fabuleux. Et si vous voulez, ce n'est pas seulement ça, Chaplin. Chaplin est actuellement un homme qui est desservi par l'état du cinéma actuel. Parce que, oui, à l'heure actuelle, 1500 francs la place, c'est comme on allait à l'opéra. Vous me direz qu'on paye 15 000 francs pour aller à l'opéra. Bon, c'est encore plus. Mais enfin, les gens qui vont 1500 francs la place, ils ont des voitures, ils ont tous les systèmes qui leur permettent... ils vivent dans du coton. Et croyez-moi, je ne plaisante pas quand je dis ils vivent dans du coton. Ils ont perdu toute notion de la réalité, ils ont perdu toute notion de l'humanité. Ils vous disent c'est épouvantable, il pleut le dimanche. Ou ils vous disent c'est épouvantable, il fait mauvais le jour de l'équinoxe. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre le jour de l'équinoxe? Oui, mais c'est un jour férié. Bon, et alors? C'est un autre public. C'est des gens qui, le monde vit actuellement en dehors de toute notion de la réalité. Nous sommes dans une espèce de songe incroyable. Bon. Alors que Chaplin, si les places étaient à 2 francs ou à 5 francs, mais tout d'un coup on s'apercevrait que c'est l'auteur le plus populaire du monde. C'est ce que m'a fait observer un exploitant, parce que tout le monde se dit mais comment se fait-il? L'exploitant me dit, dès qu'on passe Chaplin dans une salle à 5 francs, c'est archi-comble. C'est quand on passe dans une salle à 2000 francs que ce n'est pas... comment voulez-vous que Chaplin intéresse ces gens?
parce que c'est un être humain, il se trouve au milieu de faux êtres humains. Les zombies ne peuvent pas s'intéresser aux êtres humains. C'est ça. Et la force de Chaplin, c'est que, justement, on vous dit, il faut intéresser les gens à leurs problèmes, etc. Mais comment intéresser mieux les gens à leurs problèmes qu'avec un... Parce que intéresser les gens à son problème, ça a un côté extrêmement terrible. Vous prenez un homme qui a faim, hein, et vous lui montrez un problème sur la faim. Il a faim et vous lui donnez la faim en même temps. Et si vous voulez, c'est le contraire de ce qu'on a disait, le cinéma c'est l'opium du peuple. Bon, alors on dit, à l'homme qui a faim, on va lui montrer comment lutter contre la faim. D'accord, mais peut-être que ça n'intéresse pas, puisqu'il a faim, et que son problème c'est de lutter contre la faim. Parce que regardez Chaplin, il montre l'homme qui a faim. Mais l'homme qui a faim et qui voit le film de Chaplin rit en même temps. Il ne sort pas... ses problèmes sont là, mais ils sont là de telle manière que, tout en étant peut-être les films les plus pessimistes du monde, qu'est-ce qui est de plus pessimiste, si vous voulez, que la fin de City Lights ou la fin de Verdoux, mais tout en ayant cette situation, il a le courage, il a la foi, il a quelque chose qui vient, il y a une espèce, c'est comme il prend de la dynamite en lui et il peut attaquer, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, pour moi, Chaplin, c'est l'homme de demain. Pour moi, le néoréalisme, plus j'y réfléchis, plus je le regarde, plus c'est Rossellini. Maintenant, ce n'est pas que Rossellini, c'est aussi le cinéma italien, c'est-à-dire c'est l'Italie plutôt. Parce que voyez-vous, par exemple, à une période où il n'y avait pas du tout de néoréalisme, c'était les périodes de ce qu'on appelait les téléphones blancs, la période mussolinienne. Quand on allait en Italie, on était frappé par des choses fabuleuses qui vous sautaient aux yeux. Bon, des mendiants, des orgues de barbarie, des mouches, enfin, des murs lépreux, des choses fantastiques. Or, c'est tout ça, ce que vous voyez dans le néoréalisme italien. Alors, pour moi, il y a deux néoréalismes. Il y a celui de Rossellini. Parce que Rossellini, c'est une chose extraordinaire, parce qu'il récrée la vie. C'est une chose fabuleuse. Si vous voulez, c'est fabuleux lorsque vous voyez un film comme Rome ville ouverte. Je croyais jusqu'à présent que Rome ville ouverte avait été tourné en son direct. Alors il m'a dit que non. Moi je veux bien. Enfin, donner l'illusion du son direct à ce point-là, c'est une chose même assez curieuse si c'est une illusion. Mais si vous voulez, le seul fait que j'ai pu faire la distinction entre les films de Rossellini en son direct, pourquoi? Parce qu'il récrée la vie, elle jaillit de lui, et il n'y a aucune distance entre les fonds et les interprètes, entre l'action et les fonds, c'est-à-dire la rue, la vie, la réalité qui est là. Quand il a fait des choses en 40, 41, 42, c'est pas le même homme que celui de Rome ville ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'homme, si vous voulez, qui tournait le navire blanc et l'homme qui tournait Rome ville ouverte? C'est passé une chose formidable. Il a fait la résistance. Il a vécu le calvaire. Tout d'un coup, il a été de l'autre côté, du côté des Italiens qu'on envoyait aux îles, du côté des Italiens à qui on disait on n'avait pas le droit de mendier, du côté des Italiens à qui on niait l'existence, qui avait des... je vous dis... Et c'est cette chose fantastique, cette violence, cette force qui a donné cette vie fabuleuse au néoréalisme. Visconti fait un très grand film classé néoréaliste, c'est-à-dire Terre à tréma. Mais pour moi, quand j'avais vu Terre à tréma à l'époque, j'avais l'impression de voir un faux film néoréaliste. Pourtant, il a été tourné en Sicile, improvisé entièrement, et j'avais tout le temps l'impression que les gens étaient habillés par Dior. Les trous avaient été faits par Dior dans les choses. Parce que c'était contraire à sa tradition. Visconti est devenu Visconti à partir de Senso. Fellini, c'est tout à fait différent, n'est-ce pas? Fellini a ceci de commun avec
avec Rossellini, c'est que lui aussi, c'est un homme qui a été réduit au silence, si vous voulez. C'est un acteur de variété, mais dès 1932, il avait quelque chose à dire, et il a été réduit au silence. C'est un homme d'une sensibilité presque féminine, une sensibilité fantastique. En plus, c'était un homme qui sortait du peuple, si vous voulez, qui était les variétés l'intégraient au peuple. Par conséquent, il s'est trouvé dans l'Amérique, l'Italie plutôt réduite, où elle était réduite avec les bombardements qui avaient eu lieu. Il y a eu cette sensibilité fabuleuse. Mais donc, si vous voulez, c'est le deuxième néoréaliste. Mais lui, c'est un néoréaliste plus conscient, plus élaboré. Je vous dis, c'est un néoréaliste dans la mesure où, je vous dis, il y a la confusion entre les fonds et la toile. Si vous voulez, c'est un néoréaliste, pourquoi? Parce qu'il a fallu faire un film sans argent, parce qu'il l'a tourné en muet. Et c'était superbe. Par conséquent, il y avait cette espèce d'intégration du cinéma dans la vie. Bon, mais en même temps, le prix de cette intégration, c'était le fait que l'on tournait en muet. À cause du fait qu'on était allé chercher des acteurs qui n'étaient pas des acteurs. Magnani, c'est une actrice professionnelle, tandis que l'homme qui joue dans Umberto D, c'est pas un acteur professionnel. L'homme qui joue dans Le voleur de bicyclette n'est pas un homme professionnel. Si vous voulez, pour moi, De Sica, c'est un auteur de film. Et c'est par confusion qu'on croit qu'il a fait du néoréalisme. En réalité, c'est un classique. Je me dirais, mais alors, qu'est-ce qui définit le néoréalisme? Puisque si Voleur de bicyclette, pour vous, est une autre chose classique, et si Rossellini, vous le considérez comme néoréaliste, c'est pour une raison très simple. C'est que chez Rossellini, dans les films qu'il a fait de la période que l'on dit néoréaliste, dès que vous les voyez, vous avez recevé une chose absolument fabuleuse. C'est qu'il y a un relief. C'est presque des films en 3 dimensions. Il y a une vitalité, il y a une force, il y a une chose qui vient de l'art même de l'artiste et de la rencontre de l'artiste avec la réalité et une vie. Les autres, ils ont fait du cinéma classique. Et c'est là que sont intervenus, si vous voulez, les critiques qui ont défini le néoréalisme, qui ont commencé à faire des définitions sur le néoréalisme. On a cherché par tous les moyens de le définir, et la preuve, c'est que le néoréalisme a donné pas seulement naissance à un néoréalisme italien, mais presque un néoréalisme mondial, puisqu'il y a des gens qui, même à Hollywood, il y a eu des répercussions devant le succès du néoréalisme. Vous avez toute une période, Hollywood redescend, je ne sais pas s'il est redescendant dans la rue, mais donne l'illusion de redescendre dans la rue. Mais en fait, Rossellini, c'est la vie, et De Sica, c'est les êtres humains. Tout à fait différent. C'est pourquoi chez De Sica, la vie est représentée comme un décor de fond. Mais ce qui compte chez De Sica, c'est l'étude de l'homme. Chez Rossellini, tout s'intègre. Il n'y a pas de description chez Rossellini. Tout est là. Tout forme un tout. S'il n'avait pas fait la résistance, il n'aurait pas fait Rome ville ouverte. Justement, s'il n'avait pas vécu la libération de Rome comme il l'a vécu et de l'Italie, il n'aurait pas fait Paisa. Bon, et s'il n'avait pas eu les contacts avec les Américains qui ont provoqué... Bon, et puis, etc. Et puis, s'il n'avait pas connu Bergman, il n'aurait pas fait Voyage en Italie. Et puis, alors, vous arrivez... à tel point, l'œuvre est liée à la vie de Rossellini. C'est une chose incroyable, son œuvre. Quand on y réfléchit, même les films qui ont l'air les plus lointains, les plus apparemment distants de sa vie, bon. Chez De Sica, je ne dirais pas la même chose. Parce que De Sica n'est pas Umberto D. De Sica n'est pas Le voleur de bicyclette. De Sica, si vous voulez, De Sica est chrétien. Il souffre pour eux, c'est étrange de dire ça de Rossellini qui passe pour chrétien, qui est tourné le Messie. C'est De Sica qui est chrétien. C'est De Sica qui souffre pour les autres. Et Rossellini souffre pour lui-même. Souffre par lui-même plutôt, par lui-même. Maintenant, si vous me permettez, je veux dire un mot sur Eisenstein, parce que la plupart des gens parlent d'Eisenstein. Ils ont beaucoup lu, il a beaucoup écrit. Mais au fond, les gens n'ont jamais regardé Eisenstein.
Ils le regardent dans son contenu par rapport au langage cinématographique, mais au fond, ils n'ont jamais vraiment regardé Eisenstein, parce qu'ils s'ils avaient regardé Eisenstein, ils se seraient aperçus de quelque chose. C'est que Eisenstein, c'est une dynamo. Et chaque image, pouf, propulse un rythme. Pas pouf, chaque image, pouf, 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 s'avance comme ça. C'est une chose fabuleuse parce qu'on n'a jamais vu ça, sauf avec Lumière, et pour les mêmes raisons que Lumière, il a une sens des cadrages absolument extraordinaire. Moi, ce qui me frappe dans un film comme Octobre, c'est que j'ai tout le temps, quand je vois Octobre, j'ai l'impression de me trouver en Italie, devant le tombeau de Jules II, de Michel-Ange. Parce que c'est la même chose, sous une autre forme. Dans le tombeau de Jules II, vous avez des personnages qui sont grands, vous avez des personnages grandeur nature, vous avez des personnages plus petits, vous avez un tas de choses qui sont, si vous voulez, des volumes dans l'espace. C'est pourquoi je l'appelle le Michel-Ange du cinéma. Vous avez la même chose, ces mêmes volumes, et il arrive à, avec une image, par exemple, où rien ne bouge, une façon de prendre un personnage comme ça dans la ligne générale, avec un gros bras, etc., ça recommence, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Et il n'y a pas un metteur en scène à part lui. Hein. Parce que les autres, je parle même les plus grands, à part Griffith qui lui arrive d'une autre manière à ça, mais lui il y arrive par le montage. Tandis que chez Eisenstein, vous avez le montage plus l'image elle-même qui émane, qui s'extériorise en puissance. La coïncidence qui fait apparaître Intolérance de Griffith en 1917, au moment où éclate la révolution russe, c'est une coïncidence absolument prodigieuse, parce que c'est une révolution du langage, de l'expression la plus moderne des arts et de la pensée, si vous voulez, la forme la plus moderne de l'expression qui est le cinéma, et qui coïncide avec la révolution UNEC plus ultra qui éclate entre 1917 numéro 1 et 1917 numéro 2. Or, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce que c'est? Une révolution entre nous, c'est pas difficile pour les gens d'un certain âge, c'est plein d'emmerdements. Est-ce que je garderai mon boulot? Est-ce que j'aurai le même confort qu'avant? Est-ce que je suis... Bon, mais pour la jeunesse, une révolution, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il n'y a plus de poids. Le passé n'existe plus. Une vraie révolution, comme celle de la révolution soviétique, la jeunesse n'avait plus le poids des gens des générations précédentes sur eux, et elle avait l'impression vraiment de voler. Et ils ont fait quelque chose de fantastique. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu, si vous voulez, c'est là le côté comique de l'affaire, il y a l'homme qui a voulu et l'homme qui a pu. L'homme qui a voulu, c'est Vertov. L'homme qui a vu, le visionnaire, c'est Vertov. Il a vu ce que l'on pouvait faire du cinéma, et pour une raison extrêmement simple, il s'est trouvé, si vous voulez, plongé dans la Révolution et dans le cinéma, puisqu'il était à l'armée. Le cinéma, le cinéma, c'était le contraire d'un art, si vous voulez, un art dramatique, puisque c'était l'actualité elle-même, c'était le document, c'est un retour à Lumière, mais avec une autre utilisation, avec un autre esprit, si vous voulez. Donc, il a vu que le cinéma, c'était la vie, que le cinéma, c'est un art absolument fabuleux, nouveau, etc. Il a fait des manifestes absolument fabuleux, mais, comme je vous l'ai expliqué, il lui manquait quelque chose, il lui manquait le son. Ce qui fait qu'il est resté un metteur en scène assez abstrait. Alors qu'au contraire, est arrivé un monsieur qui a fait le contraire de Vertov. Il a manié des figurants, il a manié des masses de gens, mais Potemkin, c'est du super Vertov, dans la mesure que on a vraiment l'impression, dans cette œuvre, qui est une œuvre complètement récréée, que l'on est devant une actualité filmée. Méliès, pour moi, c'est
Je l'ai connu quand il était âgé. C'était le grand-papa gentil, mais en réalité, Méliès est un enfant. Toute sa vie était un enfant. Si vous voulez, quand vous regardez ses films, vous n'avez pas l'impression de voir des films de cette époque. Vous êtes transporté au temps de Napoléon III. Si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, au temps de Jules Verne. Jules Verne aussi, c'était du Napoléon III. Par conséquent, Méliès, c'est un enfant qui, à 40 ans, se réveille, enfin s'épanouit, sort de cette chose épouvantable qu'il avait avec son père, ce conflit, etc. Et il a toujours voulu faire de la peinture, on en a empêché. Il a voulu faire du théâtre, on en a empêché. Il s'est réfugié dans l'illusionnisme. Et puis tout d'un coup arrive le cinéma et il s'épanouit. C'est-à-dire un homme qui tout d'un coup a pris l'image et qu'il a complètement utilisé d'une façon complètement inverse de la photographie animée. Il a pris 20 mètres de film et il s'est demandé comment il allait faire un miracle. Vous comprenez, ces films sont une suite de faits. C'est une succession la plus rapide possible de faits. De faits, chacun plus surprenant que l'autre. Une tête qui est coupée, elle gonfle, elle éclate, un homme prend sa tête, la jette en l'air, un homme se dédouble et son corps ses pieds vont à gauche et son buste va à droite. Or c'est l'accumulation et la multiplication de ces découps, si vous voulez, de ces gags absolument visuels et extraordinaires qui sont l'algèbre et la poésie absolue du cinéma qui se dégage tout d'un coup dans un plan complètement fixe qui ne bouge pas, sa caméra ne bouge pas, rien ne bouge, sauf que c'est une trépidation d'événements sur 15 mètres, sur 20-35 mètres, sur 45 mètres, puis tout d'un coup, ça s'élargit encore, et alors il fait de la grande mise en scène. Si vous regardez Méliès, vous vous apercevez qu'il sort de tous les moyens artificiels qui ont été créés au temps du romantisme pour donner l'illusion dans un théâtre, comment dirais-je, du soleil, de la lune, de la mer, etc., alors qu'on sait très bien que tout est faux. Donc c'est vraiment un univers qui nous est plus compréhensible, si vous voulez, qui nous est plus familier plutôt que compréhensible aujourd'hui, surtout pour les jeunes, parce que les jeunes partent maintenant d'une toute autre manière, à mon avis. Les enfants du Moyen-Âge devaient avoir une toute autre conception des choses. Mais ces enfants de cette bourgeoisie du 19e siècle, avaient une espèce de conception de la féerie, du jouet, les poupées que l'on habillait, les comment dirais-je, les guignols avec lesquels on jouait, c'était, si vous voulez, c'était tout était basé autour du théâtre. C'est une chose extrêmement curieuse. Et Méliès, c'est ça qui est merveilleux, c'est que justement, il est, si vous voulez, pourquoi il est célèbre aujourd'hui, pourquoi on l'admire tellement indépendamment du cinéma, pourquoi des gens des vieillards qui ne savaient même pas qu'il existait en 1905, en 1902, et qui eux, avec 40 ans, en 1902, ils l'ont découvert en 1929, parce que justement, il leur a rendu leur jeunesse. Mais en fait, c'est pourquoi j'insiste sur les dates 1895-1902. La grande chose de Méliès, c'est pas les féeries, toutes ces choses qui nous plaisent, c'est cette algèbre incroyable, comment dirais-je, cette addition, multiplication, soustraction de gags absolument extraordinaires où les gens disparaissent, réapparaissent, etc. C'est ça la grande chose de Méliès. Et c'est ça qui a fait qu'il s'est penché sur les cinémas, sur les données absolues du cinéma, c'est-à-dire le cinéma hors du mouvement, et il est celui qui a réalisé dans l'absolu et dans un plan absolument fixe comment dirais-je, le mouvement cinématique le plus total. Et comment alors Méliès débouche-t-il sur ce qui va suivre Méliès sur le plan cinéma? Il débouche pour une raison très simple, c'est pour une raison extrêmement simple, c'est que les gens, ce qu'on a appelé l'art cinématographique, si vous voulez, a pour origine, en oubliant Lumière, qui est une forme de l'art cinématographique, mais les gens le confondent avec le documentaire, les gens de l'époque ont voulu faire du théâtre, ils ont voulu utiliser la machine pour enregistrer du théâtre, une machine qui n'avait pas de son. Une machine qui ne pouvait pas parler. Donc ils ont fait du théâtre muet, et si vous voulez, les féeries de Méliès débouchent en 1902 dans une perfection absolue, puisque le voyage dans la Lune est d'une perfection absolument absolue, dans le décor, dans le rythme, dans le mouvement, dans le jeu, dans l'élocution.
En 1902, c'est le commencement de Pathé, c'est-à-dire c'est le commencement du théâtre, de ce qu'on appelait le théâtre, ce qu'on peut avoir le courage d'appeler le théâtre filmé. Mais un théâtre filmé qui ne parlait pas, ça a obligé les gens à inventer quelque chose, puisque le théâtre parlait. Le théâtre, c'était la parole. Et eux, ils se trouvaient avec une caméra qui les obligeait à se taire. Vous avez deux hommes actuellement qui représentent ce que j'appelle la liberté du cinéma. De la nouvelle vague, il reste des auteurs. Tous les mouvements finissent par des auteurs, par des individus. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Vous comprenez, la nouvelle vague, ça a été donc, comme je vous l'ai dit, le retour de la jeunesse, d'accord. Mais il n'y a pas que la France, il y a le monde entier. En Amérique, vous avez eu un mouvement parallèle, différent, qui s'est réfugié dans le 16 mm, dans le Super 8. Mais vous avez, si vous voulez, deux hommes, à mon avis, qui dominent non pas le futur, parce que le futur, ils plongent déjà dans le présent. Donc, toute personne qui plonge dans le présent vit aussi dans le futur. Ce ne sont pas des gens qui vont venir. Je ne viens pas vous dire, ah, dans un coin, dans une cave, il y a un monsieur un tel, et dans un an ou dans 2 ans, vous allez voir. Non, parlons de choses que tout le monde sait. J'ai un jour entendu Picasso expliquer à quelqu'un, en parlant de Van Gogh, l'homme qui nous a appris à mal peindre. Eh bien, l'homme qui nous a appris à mal faire des films s'appelle Andy Warhol. Andy Warhol s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le film. Qu'il y ait tout d'un coup qu'on arrive à la fin de la pellicule, que tout d'un coup il y ait 4 petits trucs. Si vous voulez, il a appris dans une période qui est surtout, que ce soit Hollywood ou que ce soit en France ou ailleurs, est dominée par une espèce de perfection purement, comment dirais-je, de forme. Une perfection, fallait que pas de travelling tremblé, des choses comme ça, il s'en fout. Ce qui comptait, c'est ce que l'on dit, c'est pas. Par conséquent, s'il y a des taches d'encre sur une page, ce qui compte, c'est ce qui compte. Par conséquent, c'est déjà cette première liberté. Bon, ça c'est Andy Warhol, l'américain. Américain. Et vous avez un autre homme qui nous a appris une autre forme de liberté. Chez Godard, c'est d'abord dans le passé. L'homme qui a eu le courage, si vous voulez. Vous voyez par exemple le début de Week-end, vous avez 2 personnes qui sont en train de parler, ça dure, le plan est fixe. On comprend ou on ne comprend pas, ça n'a aucune importance, parce que dans la vie c'est comme ça. Bon, eh bien voilà aussi une chose qui compte, c'était contre toutes les règles, contre tous les systèmes. Godard, lui, si vous voulez, là-dessus, vous arrivez à ce que j'appelle la position de Godard aujourd'hui. Godard est allé à une position morale absolument fabuleuse dans le cinéma français à l'heure actuelle. Un film comme Tout va bien, c'est comme, par rapport à l'année où ça a été tourné, c'est vraiment le pouls. On peut toucher le pouls de ce qu'était le pays, enfin la France, le sentiment qu'avaient les gens. Le dernier film, c'est pareil. Et chez Godard, ce qui est fantastique, c'est qu'il a appris. Il y a une nouvelle forme. Si vous voulez, il sait qu'on est au seuil de quelque chose de nouveau. Il sait que tout ça c'est très joli. Bien sûr, il y a le Super 8, mais le Super 8 c'est de la pellicule. Mais la chose qui compte, c'est la possibilité, avec le magnétoscope, de pouvoir faire ce que jamais un metteur en scène n'avait pu faire. Parce que ou le metteur en scène improvisait sur place, ou le metteur en scène écrivait un scénario qu'il imaginait en écrivant, et qu'ensuite il essayait de transcrire en images. C'est-à-dire que les brouillons du cinéma, à part Chaplin, les brouillons du cinéma, c'était de l'écriture, de la littérature, le contraire. Or maintenant, avec le magnétoscope, Godard a la preuve qu'il peut travailler son film, le préparer, le voir en brouillon, le corriger, le changer, le modifier, avec la forme même de l'image latente, vous comprenez, animée. C'est ça la grande chose. Alors, cette liberté, cette chose fantastique, c'est le souffle de vie, si vous voulez. Ça correspond à la tenue des gens. À l'heure actuelle, vous marchez dans les rues, si vous voyez, vous ne vient pas l'idée que les gens portent des casquettes, des cravates, des machins. Le nombre de gens qui portent des blue jeans et qui se promènent en bras de chemise, c'est beaucoup. Autrefois, c'était impensable. Parce qu'on entend souvent,
Godard, il s'est arrêté de faire du cinéma, il s'est retiré tout seul. Il ne s'est jamais arrêté de faire du cinéma. Seulement, on s'est arrangé pour que ces films soient invisibles. C'est tout à fait différent. On s'est arrangé pour que, pour le couper, si vous voulez, des possibilités. Mais il ne s'est jamais arrêté de faire cinéma. Il a travaillé sans arrêt. Il vit dans une espèce de laboratoire qui est comparable sous une autre forme, avec d'autres conceptions, au laboratoire qu'avait Andy Warhol. Vous comprenez? C'est pareil. C'est des gens qui vivent perpétuellement Andy Warhol, pas seulement dans le cinéma, et Godard totalement et permanemment dans l'image animée. C'est vraiment deux laboratoires expérimentaux fabuleux, sauf que celui de Godard est entièrement axé sur le cinéma, avec cette différence que comme Godard est un personnage qui a rejeté tout le système, mais pas le système, si vous voulez, il y a deux façons de rejeter le système. Vous arrivez, vous dites je rejette le système, et vous arrivez introduit par le système, invité par le système, avec vos hôtels, chambres d'hôtel payées par le système, et vous dites nous sommes contre le système. Bon. Et Godard est vraiment contre le système, c'est pour ça qu'il est réduit à un état de que vous dites, soi-disant, qui n'est pas accessible. Il n'est pas hors du système, il est dans le vrai système, c'est ça la différence, de même que Warhol est dans le vrai système. Le système, c'est la vie. Il faut être vivant. S'enfermer dans un système, c'est d'être vivant. Je connais des gens qui prétendent être hors du système. De quelle façon ils se sont mis hors du système? Comme les magiciens, vous savez, ils sont mis au centre, ils ont tracé un cercle autour d'eux, et ils ont invoqué le démon. Et puis là-dessus, ils ne peuvent plus sortir de ce cercle. Ils sont prisonniers de ce cercle, ils sont environnés par le démon, et ils disent c'est nous. Nous quoi? Parce que la vie, elle est hors de ce cercle. La vie, c'est les arbres, c'est les plantes, c'est les êtres humains, c'est ceci. Or, si vous regardez bien Godard et si vous regardez bien Warhol, ils sont en plein dans la vie, tous les deux. Et c'est ce que j'appelle le cinéma en liberté. C'est un cinéma qui n'a pas peur de rater quelque chose et de le montrer quand même. Si une image vire comme dans un film de Warhol, parce qu'on arrive à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ce qui compte, c'est ce qui est. Un producteur, c'est un homme qui a acquis l'expérience. C'est pas par flair qu'un producteur sait qu'il faut sortir ce film-là ou là, ou qu'il faut produire avec tel acteur ou tel metteur en scène. Je parle des gens valables. Je ne parle pas des gens qui tournent avec qui vont n'importe quoi pour faire de l'argent, mais je parle vraiment des gens qui savent qu'on peut faire de l'argent avec un bon film. Et c'est Léon Matteau qui m'a raconté ça. Quand Léon Matteau, qui n'était qu'un acteur, est entré chez Pathé, bien sûr, on pointait, c'était déjà pas mal parce qu'on ne pointe pas quand on joue à l'artiste. Mais ce qui est fantastique avec le père Matteau, c'est que le père Lumière, le père Pathé a exigé qu'il aille faire développer de la pellicule, a exigé qu'il apprenne la projection, qu'il apprenne la prise de vue. Pourtant, ce n'était qu'un acteur. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de conscience professionnelle, une espèce de volonté de compréhension et de connaissance du cinéma, sur le plan des mains et des doigts, qui était absolument fantastique. Or, cette conscience professionnelle, elle a existé, elle a existé, elle a existé. Aujourd'hui, entre nous, elle s'est éventée. Je ne connais plus qu'un seul endroit où il y ait une telle conscience professionnelle, c'est Hollywood. Au point de vue connaissance du métier, c'est la connaissance du métier, c'est pas seulement le métier d'opérateur, pas seulement le monsieur qui vient avec un perchman, c'est pas seulement le metteur en scène. Si on croit que le métier de producteur n'est pas un métier, si on croit que le métier de directeur de production n'est pas un métier, ce que la plupart des gens croient aujourd'hui, et surtout les producteurs dans nos pays, eh ben, c'est foutu.
comment pouvez-vous croire qu'un homme comme Zanuck improvise? Non, c'est un homme qui a appris un métier, un homme comme Ponty, c'est un homme qui connaît parfaitement son métier. Je vous prends son métier de producteur, parce que les gens croient que actuellement, avec une subvention, le producteur, il suffit d'avoir de l'argent, ou de prendre l'argent des banques, ou l'argent de l'État. Mais non, c'est un métier. Savoir sortir un film, savoir qu'un film doit ne pas sortir dans cette salle, mais dans cette salle, c'est déjà un métier de distributeur. Mais le producteur, c'est un métier. C'est un métier fantastique. Ponty, par exemple, l'année dernière, il se battait avec la Metro-Goldwyn pour que le film d'Antonioni n'aille pas à Cannes. Il voulait que le film d'Antonioni soit montré à la Cinémathèque française. Il n'a jamais dit pourquoi à la Metro-Goldwyn. Parce qu'il savait qu'à Cannes, il ne passerait pas. Que la critique serait mauvaise à Cannes. Et tandis que montré chez nous et arrivant ensuite à Cannes, les critiques avaient le temps d'apprendre que le film d'Antonioni était très bien. Mais lui, Ponty, savait d'avance que les critiques à Cannes ne comprendraient rien au film. Et c'est la même démarche. C'est ça son métier de producteur. Et est-ce que c'est une démarche similaire à celle de Pathé, ou elle découle? Exactement la démarche similaire. Vous comprenez bien que c'est le contraire de la bureaucratie. La bureaucratie, ce sont des gens qui inventent des trucs, qui imaginent que l'architecture, c'est des trucs réglés, qui vous mettent des sens uniques à contresens, etc., parce qu'ils font tout dans l'abstrait. Or, le métier, c'est le contraire, c'est le concret, c'est l'expérience. C'est que sur le plan cinémathèque, le système actuel a été complètement imaginé en France, par Pathé, et puis pas seulement Pathé, Gaumont, etc., qui ont voulu s'adjoindre, mais en plus, jusqu'à ces derniers temps, il y avait une profession. Pathé, c'était pas Monsieur Pathé, c'est aussi Monsieur Zecca, c'est aussi Monsieur Capellani, c'est aussi Monsieur Monsieur Nalpas, n'importe quoi. C'était une profession, c'est un groupe. Et croyez-moi, c'est des gens qui aimaient leur métier. Quand j'ai fait la Cinémathèque, je me suis aperçu que même les gens qui avaient fait les plus mauvais films étaient très fiers d'avoir fait des films. C'est ça ce que j'appelle aimer son métier. J'aimerais vous parler de Fritz Lang, qui est un homme que j'aime énormément. Fritz Lang, c'est l'homme qui croit dans la justice, qui sait ce que c'est que la justice, et qui cherche à faire comprendre dans tous ses films l'importance de la justice. La justice consiste aussi très souvent à ne pas juger. Et rien n'est plus évident que dans le film, par exemple, du Maudit. Imaginons ce tribunal fait par des bandits et qui veulent condamner un homme qui est un assassin, mais pas un assassin par lucre, pas un assassin par métier, mais un assassin parce que la nature en a fait un assassin. C'est tout le film de Fritz Lang qui est absolument prodigieux. C'est ça ce que je voudrais vous montrer, je voudrais vous faire comprendre qu'à partir de 29, le cinéma allemand sort
prend une voie absolument fabuleuse. On a vu Caligari, mais à partir de 29, c'est changé. Il ne s'agit plus de Caligari. Le cinéma s'est tourné vers la réalité allemande, vers le problème du boucher de Hambourg ou du vampire de Düsseldorf. Ça existe et ce n'est pas par hasard qu'il y a eu ces vampires à un moment où Hitler allait prendre le pouvoir. Ils étaient le résultat non seulement de leur nature, mais de la crise de la société. C'est le moment où Pabst tournait Westfront 1918, qui est une œuvre absolument extraordinaire, parce qu'on a là encore, comme dans les films d'Eisenstein, l'impression d'y être, alors que ça a été tourné en studio. C'est le moment où Brecht et Dudov ont tourné Kuhlewamp, et c'est le moment où Fritz Lang a tourné son film qui s'appelle Le Testament du Docteur Mabuse, qui était tellement évidemment un film contre un gang que Hitler et la clique l'a interdit parce qu'ils se sont reconnus. Bon. Or, qu'est-ce qui arrive à un metteur en scène quand il s'expatrie, comme ça a été le cas de Fritz Lang? Il ne sait plus la langue. Il se trouve donc très gêné dans la direction d'acteur parce que vous connaissez, même vous parlez couramment une langue, mais enfin, si vous n'avez pas vécu 30 ou 40 ans dans un pays, vous êtes incapable de savoir si ce n'est pas une langue comédie française qu'on est en train de parler, et si c'est vraiment une langue naturelle, qui arrive naturellement. Ça, c'est déjà le premier handicap. Le deuxième handicap, c'est que vous avez votre propre nationalité, votre propre génie national, et que vous allez dans un pays qui est contraire à ce pays national. Et c'est ce qui est arrivé, si vous voulez, à Fritz Lang avec Lilium. Il est arrivé en France, il a tourné un film qui s'appelait Lilium, il a eu des acteurs remarquables, mais il n'a pas su à quel moment il parlait juste et à quel moment il parlait théâtre. Je ne dis pas faux, il parlait théâtre. Et comme en plus son film est arrivé en 1934, dans l'année la plus terrible du cinéma français, ça a été un assassinat total, parce que c'est un film qui était également trop en avance pour la mentalité des gens, petits bourgeois qui allaient au cinéma Marignan à cette époque. Ça s'est passé au Marignan, le scandale du film, et au bout de la première soirée, on a coupé 5 bobines du film. Point. Mais passe aux États-Unis. Et là, il retrouve, si vous voulez, le même climat qu'en Allemagne, c'est-à-dire des acteurs extrêmement qualifiés, des acteurs capables, des acteurs cinématographiques, mais ayant un métier considérable sur le plan pour qui jouer, ça ne consiste pas à être, ça consiste à jouer quand même, à simuler. Et il tourne Fury, qui est un film tellement prodigieux qu'à la Metro-Goldwyn-Mayer, ils ont eu l'impression de voir un film révolutionnaire, alors qu'il ne l'était pas. C'était un film sur la justice également. Cet homme qui sortait d'Allemagne, où il ne s'était encore rien passé, avait eu la prescience de tout ce qui allait s'y passer, et par conséquent, il était contre le pogrom, il était contre toutes ces choses-là. Là, on n'a pas compris, et il lui est arrivé cette aventure épouvantable à un réalisateur. On lui a dit qu'il avait modifié son dialogue. Puisqu'il avait apporté un scénario, il l'avait soumis, il avait été accepté, on lui a dit, vous avez changé votre dialogue. Il a juré que non, on lui a fait une projection privée, il est resté dans l'antichambre, et à la fin de la projection, les gens sont sortis très sévères en disant, c'est exact, vous nous avez pas menti, ce qui est très important aux États-Unis, vous nous avez pas menti, mais vous avez changé les inflexions, enfin, les intonations. Et donc, vous avez, sans nous mentir, sans modifier une ligne du dialogue, transformé l'esprit du film, ce qui est absurde. Ça prouve qu'il n'avait pas su lire le scénario. Or, si vous regardez la carrière de Fritz Lang, c'est une carrière absolument prodigieuse, parce que cet homme, transplanté ailleurs, ayant perdu tout ce qui était ses racines profondes, tout ce qui faisait sa force, mais il n'a rien perdu du tout, parce que sa force n'était pas superficielle, sa force était en lui, dans ce qu'il avait à exprimer, pas seulement le côté, si vous voulez, néo-réaliste, extérieur, la ville, l'Allemagne, le ceci, non, c'était les problèmes internes. Le savoir, la science du métier et une conscience professionnelle prodigieuse. Si vous voulez, prenez un Fritz Lang, que je ne qualifierai pas de décadent parce qu'il n'a jamais été décadent, mais un Fritz Lang
pour pouvoir faire un film, obligé de faire du commerce. Donc il rentre en Allemagne pour tourner ce film qui s'appelait Le Tombeau hindou, qui avait déjà fait l'objet d'un remake. Et quand il arrive en Allemagne, il se trouve devant la connerie la plus grande. Vous savez, le BOF qui se prend pour un producteur, le type qui pense que ce qui compte c'est l'argent, etc. Et il est obligé quand même de faire le film. Pas le film qu'il aurait pu faire, mais le film vraiment que l'autre attend. Bon. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il fait le film avec la même conscience que si c'était, je ne sais pas, Metropolis, Siegfried, Fury, etc. Chaque fragment du film, si vous l'isolez, est une chose absolument parfaite. Quand il pense avoir réussi à faire ce film et avoir gagné la confiance de BOF, il apporte un scénario sur la justice, de nouveau. Et l'autre lui répond, ah non, allez faire ce film en France, ça ne nous intéresse pas chez nous. Je crois que c'est toute la carrière de Fritz Lang qui est résumée par cette finale. Jamais il n'a plus refait un film. Ça, c'est le drame du cinéma, et vous comprenez le nombre de jeunes gens qui sont devenus des zombies en quelques mois ou en quelques années, parce qu'au lieu de lutter contre la vie, ils ont capitulé devant tout et puis se sont éteints. Quand on pense à la jeunesse d'un homme comme Fritz Lang, c'est absolument fabuleux. Moi, j'ai reçu un Oscar, je ne savais pas ce que c'était. Bon, ben, je suis arrivé, j'ai cru que c'était la Légion d'honneur, mais c'est beaucoup plus important que la Légion d'honneur. Un Oscar, la Légion d'honneur, tout le monde l'a. Et puis, c'est une chose automatique, tous les fonctionnaires l'ont, puis on fait plaisir à tout le monde avec ça. Mais l'Oscar, c'est vraiment une chose très sérieuse, je ne m'étais pas rendu compte. C'est, si vous voulez, quelque chose de comparable à ce qui était, par exemple, dans les corporations, l'œuvre, vous savez, le prix que le maître d'œuvre, le maître œuvre de quelqu'un. Bon, c'est dans ce sens qu'il faut le prendre, l'Oscar. Est-ce que la nuit des Oscars, par exemple, est-ce que c'est le reflet de tout ceci? Le showbiz, même. Qu'est-ce que c'est qu'Hollywood? Hollywood, c'est une profession du spectacle. Pas n'importe quel spectacle, d'un spectacle, d'un métier, et aussi c'est un savoir. Si vous voulez, c'est une profession qui est basée sur le savoir du spectacle. Si vous réfléchissez bien à l'état d'esprit, non pas des professionnels du cinéma, mais du public, rien, les gens ont l'impression que faire du cinéma, c'est extrêmement facile. On prend un opérateur, on prend des acteurs. Moi, j'ai vu comme ça un film, il a été tourné. Le metteur en scène était ivre, j'ai dit qu'est-ce qu'on va voir, et quand j'ai vu sur l'écran, j'ai vu des cadrages superbes, c'était l'opérateur, les acteurs jouaient admirablement parce que c'était de très bons acteurs, mais le travail du metteur en scène était nul. Par conséquent, c'est bien la preuve que le public, lorsqu'il dit on peut faire du cinéma facilement, prenez le public, qu'est-ce qu'il pense? Regardez bien, si vous voulez, la différence entre la profession et la non-profession. À l'heure actuelle, qu'est-ce que font les fabricants de photographes? Ils s'arrangent pour qu'il n'y ait plus qu'à presser un bouton, tout est fait. Alors qu'un professionnel, un véritable professionnel de la photographie, c'est lui qui fait son truc. Un professionnel du cinéma, c'est lui qui fait ses lumières, c'est lui. Alors que l'appareil d'amateur vise à éviter aux non-professionnels de faire ça. Donc on est en plein amateurisme. Et c'est ça la différence. Et si vous voulez... Donc ce n'est pas... C'est ça la différence entre, si vous voulez, un certain cinéma et le cinéma professionnel. Alors si vous allez très loin, parce qu'en Amérique, vous avez par exemple des rapports qui viennent du monde entier, des rapports qui viennent du monde entier, de toutes les sociétés. Donc c'est pas seulement la connaissance de l'art, c'est aussi la connaissance de la valeur du produit, c'est aussi la connaissance. Et puis vous avez autre chose. Une chose que c'est vraiment quand il y a beaucoup d'argent, on peut se le permettre, encore pas facilement. Vous avez autre chose. Vous avez de très grosses boîtes qui dépensent un argent énorme
pour des expérimentations et pour la publicité. Bon, quelle est la différence entre un professionnel et un non-professionnel? Vous mettez une voiture entre les mains d'un monsieur qui ne sait pas conduire, s'il se trouve au milieu des précipices, il meurt, parce qu'il tombe. Un monsieur qui sait conduire, il peut faire du 100 à l'heure au milieu des précipices, il ne tombe pas, c'est ça la différence. Mais est-ce qu'Hollywood est à ce degré... Est-ce que tout le monde qui travaille dans le cinéma américain, donc Hollywood... Et il est à ce degré. Mais, ils sont formidables, ils savent exactement tout. Et ils ne savent pas comment sortir de l'enfer où ils se sont mis. Parce que malgré tout, ils sont devenus prisonniers de leur propre administration. Ils sont devenus prisonniers de tous les barrages qui ont été mis par la sécrétion même. Si vous voulez, vous comprenez-moi bien, pour rentrer dans le studio de Max Sennett en 1914, n'importe qui pouvait pénétrer. Et puis ce n'importe qui s'appelait Gloria Swanson. Puis Max Sennett voyait cette personne, disait tiens venez on va faire un film. Ça c'est le côté Far West pionnier. Maintenant pour pénétrer dans un studio Hollywood, il vous faut je ne sais plus combien de cartes de visite. Donc ils savent, ils se trouvent dans une situation épouvantable, ils savent qu'actuellement pour redonner un brillant énorme au cinéma il faut un génie, et ils ne savent pas comment le trouver, puisque le génie on peut le trouver comme ça, comme Fatih se trouvant dans la rue, et puis Max Sennett lui disant viens. On ne peut pas trouver comme ça un génie à travers un filtre administratif et bureaucratique, ce qui arrive. Ce qui fait qu'ils sont dans un cercle vicieux comme les Russes d'ailleurs. Pensez simplement que pour des milliers de gens qualifiés, pas n'importe qui, à commencer par Zola, Cézanne passait pour un barbouilleur qui n'avait aucun génie, parce que justement, le propre du génie, c'est d'inventer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc à partir de ce moment-là, les gens sont bouleversés, parce que les gens, en général, aiment ce qu'ils connaissent. Ils n'aiment pas découvrir. Et la direction qu'Hollywood prend maintenant, va-t-elle vers... L'Hollywood, justement, cherche sa survie dans le renouveau. Mais son renouveau n'est qu'un renouveau social, n'est qu'un renouveau mental. Si vous voulez, son renouveau, c'est Coppola, son renouveau, c'est Forman, son renouveau, c'est les sujets. Mais ce qui manque actuellement au cinéma, c'est pas un renouvellement sur les sujets, c'est un renouvellement total du cinéma. C'est un renouvellement du moteur. Il faut un nouveau moteur au cinéma. Et pour le trouver, il faut un génie. Le cas Griffith est le cas le plus intéressant du cinéma, parce qu'il montre exactement où est le problème et pourquoi il y a des crises cinématographiques. Qu'est-ce que c'est qu'une crise cinématographique? Une crise cinématographique, c'est un moment où le public n'éprouve pas le même intérêt pour les films qu'avant, où l'intérêt du cinéma s'émousse et où le public va ailleurs. Il y avait donc une crise en 14, et Griffith l'a dénouée en multipliant complètement le pouvoir qu'avait le cinéma, qu'exerçait le cinéma, l'art cinématographique sur les gens. Alors il a multiplié comment? Il avait la même caméra qu'autrefois, c'est-à-dire une caméra pâtée, la même caméra que celle qu'utilisaient tous les opérateurs en France. Il avait les mêmes acteurs que ceux qu'il avait forgés en 1912. De 1912 à 1914, curieusement, ses œuvres, bien que montrées en Europe, n'avaient jamais frappé personne. Et tout d'un coup, il fait un film qui s'appelle La naissance d'une nation, et tout d'un coup, c'est une révolution. Or, il fait la film avec la même pellicule, avec la même caméra, avec les mêmes acteurs. Et pourquoi est-ce une révolution? Parce que tout a changé dans la conception même que l'on a du langage cinématographique. Le grand problème actuellement dans lequel se trouve le cinéma, parce qu'il est plongé dans une crise, il y a eu des palliatifs. Bon, c'est comme les remèdes, on donne des remèdes à quelqu'un, pas tellement pour le guérir, on n'arrive pas à guérir du cancer, mais à retarder la maladie, c'est ce qui arrive actuellement dans le cinéma, on retarde la fin fatale, mais on n'arrive pas à guérir le cinéma, c'est-à-dire à renouveler complètement le cinéma en partant de quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, c'est pas du tout une technique, c'est une conception de la construction cinématographique, c'est une conception du langage cinématographique. Or, c'est ce qu'a fait Griffith.
Il a mis évidemment 3 ans, 4 ans à mûrir, mais le jour où cette conception a éclaté au grand jour, pendant qu'il tournait, tous les magnats, enfin les futurs magnats d'Hollywood disaient cet homme est en train de ruiner l'industrie cinématographique. En fait, de la ruiner, il a créé Hollywood. Il a créé l'industrie cinématographique en Amérique sur le plan du pouvoir qu'il exerce encore aujourd'hui. Par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous voulez, il a pris un élément, tous les primitifs le savaient, le cinéma, qu'est-ce que c'était? C'était l'art du mouvement. Oui, le cinéma, c'est une surface. Le cinéma, c'est un écran sur lequel passe une œuvre qui est une surface. Il n'y a pas de relief. Et tous les gens, tous les primitifs, jusqu'à Griffith, avaient, si vous voulez, avaient créé un mouvement, mais un mouvement en surface, un mouvement, c'est-à-dire que les images se suivaient comme quelqu'un qui marche. Alors que Griffith, en multipliant, en créant le montage par plan, en donnant au plan une valeur métrique sur le plan du langage, il a créé le relief, c'est-à-dire non seulement le film bougeait de gauche à droite, mais il arrivait du fond vers le devant, ou il partait du devant vers le fond. Et par conséquent, il y avait une multiplication qui se produisait des images. Or, il l'a fait avec une caméra pâtée, avec une pellicule comme celle de tout le monde, et simplement avec son cerveau. Ce que le cinéma attend aujourd'hui, c'est un homme qui fasse passer le cinéma d'aujourd'hui comme a fait Griffith, si vous voulez, sur une chose plus simple, c'est que l'archi connu, il y a des années et des années, les diamants, on ne savait pas les tailler. On faisait des roses, ce qu'on appelait, c'est-à-dire qu'on les polissait. Et tout d'un coup, il y a un homme qui a inventé le diamant et la taille. À partir de ce moment-là, le diamant a doublé, multiplié son éclat. Eh bien, nous attendons un homme qui est le génie de Griffith, qui, avec les mêmes caméras, avec les mêmes moyens, bouleverse toutes les conceptions du cinéma et recrée un nouveau diamant. Vous savez que c'est une chose très curieuse, mais le cinéma en Allemagne n'est né qu'avec des années et des années de retard. L'Allemagne avait été le marché de la France, des États-Unis et du Danemark, puis de l'Italie. Et pendant la guerre, ou plutôt juste avant la guerre, l'Allemagne était dans une espèce de cercle fermé. Il y avait encore des relations avec les États-Unis et les pays scandinaves. Et puis à partir de 16-17, ça a été fini. Or, c'est justement en 17, et à partir de 16 et de 17, qu'en Europe sont arrivés les premiers grands chefs-d'œuvre du cinéma allemand. Donc les Allemands ne les ont pas vus. Mais en plus de ça, leur cinéma était terriblement attardé, parce que c'était, donc disons franchement, du théâtre filmé, mais leur théâtre étant évolué, il y avait une distorsion incroyable entre le cinéma naturaliste, puisque il partait du cinéma primitif, donc il partait d'un cinéma qui se tournait vers le naturalisme, l'extérieur, la rue, la réalité, et avec des acteurs qui, eux, étaient des acteurs complètement artificiels. Tous les acteurs sont artificiels, mais les artifices du cinéma ancien de la première époque, c'était d'essayer de paraître naturel. Alors, quand on voit les films allemands de cette époque, on est complètement abasourdi parce que c'est tellement arriéré, on se croirait transporté 30 ans en arrière dans le cinéma, 15 ans en arrière dans le cinéma. Et puis tout d'un coup, le rideau se lève en 1919, l'Allemagne, les événements ont balayé le Kaiser, ont balayé tout ça, la Berlin va devenir des plus grands centres culturels du monde, des centres bouillonnants de vie. À l'époque Dada, donc, dans la Non, culture. si vous voulez, c'était Dada, c'est déjà la guerre. Mais si vous voulez, c'était le triomphe de tout ce qui était contre l'armée, le pouvoir, enfin toutes ces choses-là qui avaient amené la catastrophe, n'est-ce pas? Et alors, dans ces studios, tout à fait un homme primitif, parce que si vous voyez les autres films de Robert Wiene, qui était un metteur en scène
commercial. Tout d'un coup, pour des raisons, je ne sais pas, vous savez, cette espèce de flair que peut avoir un commerçant qui sent quelque chose qui va. Pourquoi on ne va pas faire des décors expressionnistes? Comprenez, le cinéma allemand, c'est le retour à l'artifice. C'est-à-dire, Méliès, c'était l'artifice. Le cinéma, comment dirais-je, l'histoire d'un crime de Zetka, où tout était tourné comme au théâtre devant des décors de toile peinte, c'était l'artifice. Et puis le cinéma primitif est sorti de ces studios artificiels pour entrer dans la rue. Et ils ont créé une espèce de compromis entre la vie et l'art cinématographique. Tandis que les Allemands, c'était pas ça. Et alors, c'est cette chose qui a bouleversé le cinéma mondial, c'est qu'ils ont créé une unité dans l'artifice absolument fabuleuse. L'acteur allemand, qui était ridicule quand on le tournait dans la rue, devenait, à partir du moment où il se trouvait dans un décor qui lui-même était adapté à son jeu, à partir du moment où la lumière artificielle intervenait et l'enveloppait d'une lumière qui n'était pas la vraie lumière, mais qui avait l'air plus authentique que la vraie lumière, une lumière qui était lyrique, si vous voulez, à partir de ce moment-là, le cinéma a fait un pas énorme. Vous êtes ici dans le décor de Caligari, par exemple. Donc Caligari, c'est, si vous voulez, comment dirais-je, c'est comme le zéro d'où tout est parti, vous comprenez? Parce que ce Caligari, c'est encore la lumière artificielle sur la lumière naturelle sur des décors, pas des ombres peintes, etc. C'est encore une chose assez sommaire. Ça a frappé parce que justement, c'était sommaire. Mais regardez, qu'est-ce qui est sommaire? Et ceci, c'est un décor de pâté de l'époque qu'on l'utilisait toutes les 3 minutes quand on voulait tourner une scène dans un théâtre, ça donnait, avec des petits personnages en bois dedans, ça donnait l'impression d'un théâtre rempli. Donc, regardez ça et regardez ça, regardez la différence. Mais la chose fantastique des Allemands, c'est que ils ont considéré le cinéma, comment vous expliquer, comme une chose entièrement savante. Rien n'était improvisé chez les Allemands. Par exemple, le découpage, c'est eux qui ont inventé cette chose fantastique qui existe encore dans la superproduction, les peintres qui dessinaient plan par plan le plan à faire. Vous avez ici dans le musée, par exemple, des maquettes de décors, mais ce ne sont pas des vraies maquettes de décors de Siegfried, puisque ce sont des scènes du film les unes après les autres. C'est pas une simple maquette de décor qui est un schéma. Non, c'est vraiment la composition même et l'esprit du film sur le plan plastique. Vous avez dans le cinéma allemand une révolution fabuleuse qui a permis l'évolution totale du cinéma. Si vous voulez, la façon dont on tourne aujourd'hui, où on a l'impression que vous êtes dans un vrai immeuble, je parle à Hollywood, où on a l'impression que vous êtes dans une vraie rue, alors qu'en fait, tout a été tourné en studio. Mais le décor de Caligari expressionniste n'a pas influencé d'autres décors, d'autres... L'expressionnisme. Le cinéma américain a été marqué par le cinéma allemand d'une façon absolument prodigieuse. Encore aujourd'hui, dans les décors des films fantastiques, en tout, il a été influencé. Et sur le plan des méthodes de travail. Puisque je vous dis, si vous avez un film, je sais pas, un grand film... mettons Sodome et Gomorrhe d'Aldrich, ou si vous voulez, une chose plus simple, Guerre épée de King Vidor, vous avez plan par plan le film dessiné par le décorateur. Pas par le metteur en scène, par le décorateur. Ça ne veut rien dire, mais c'est la méthode complète du cinéma allemand. Dans un scénario d'un metteur en scène allemand, j'ai vu la description, si vous voulez, d'un bureau, avec le nombre des plumes qui étaient dans le plumier, avec la place où devait être la gomme. C'était une chose complètement dirigée, volontaire, étudiée, scientifique. C'est le contraire de l'improvisation. Donc on peut dire que le décor ou la construction du art director dans le cinéma contemporain même, dans les grosses productions, est né par... n'est pas né, parce qu'il y a eu des tentatives, mais il s'est, si vous voulez, accompli grâce au cinéma.
moment où le chanteur de jazz chantait par rapport à l'image de sa mère qu'il écoute, il y avait un jeu qui était absolument nouveau, c'est-à-dire nouveau parce qu'il y avait un apport supplémentaire. Et en France, tous les grands metteurs en scène étaient contre le parlant, pas seulement en France. Murnau était à dire si on pouvait encore 4 ou 5 années de plus du muet, nous aurions été les rois de la mise en scène, ce qui était vrai. Ils étaient arrivés enfin à avoir un instrument parfait et un public parfait. Bon, à partir de ce moment-là, tous les gens qui ont fait du cinéma, qu'ils soient contre ou pour le parlant, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était à découvrir, qu'il y avait un phénomène nouveau qui s'ajoutait à l'image muette et qu'il fallait faire progresser ce phénomène. Le cinéma parlant, c'était pas autre chose, c'était quelque chose de plus qui s'ajoutait à l'image muette. Si vous voulez, vous me direz, mais en Amérique, ça n'a pas été comme ça. Non, ça ne pouvait pas être comme ça en Amérique. Parce qu'en Amérique, comme le cinéma était un art dramatique, c'était considéré comme un art dramatique, l'intervention de la parole n'a pas modifié la ligne de conduite du cinéma américain. La parole est venue l'enrichir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que l'avènement, non pas du son, mais de la parole a amené au cinéma, c'est que l'image, qui était une image abstraite, est devenue une image concrète. C'est-à-dire, le son, la parole a apporté le réalisme, un autre rythme aussi, puisque la parole a impliqué automatiquement le rythme de la parole. Dans un film muet, vous pouviez en une seconde un geste. Non pas faire un geste, mais exprimer quelque chose. On ne disait pas comment allez-vous, bonjour, comment allez-vous. Ben, ça prend un certain temps de dire bonjour, comment allez-vous dans un film. Et on ne peut pas non plus entrer dans une pièce sans dire bonjour, comment allez-vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis vous avez la grande théorie qui est partie de Bertov, mais qui a été adoptée par tous les cinéastes soviétiques, qui était le contrepoint sonore, c'est-à-dire de montrer des images et de montrer autre chose en même temps. Donc, si vous voulez, le contrepoint sonore, vous l'avez dans un film de Pudovkin d'une façon évidente, où vous entendez le bruit d'une mitrailleuse, vous ne voyez pas la mitrailleuse, mais vous voyez les gens tomber. Vous comprenez, c'est le contrepoint sonore. Mais, en France, vous avez, si vous voulez, un homme qui était comme ça, c'était un éclair, parlant, muet, il connaissait bien sa technique, et il a tourné autour du pot. Tous les films de René Clair tournent autour du pot. Je voulais dire à moitié parlant, moitié muet. Je ne veux pas dire là. Ils ont abordé le parlant en essayant de contourner le véritable problème, qui était le problème justement du rythme différent qu'il y a dans la vie entre la vie parlée et la vie visuelle. Si vous voulez, le temps n'a pas la même valeur. Par conséquent, René Clair a réussi pleinement dans cette chose. Il a fait le Sultan de Paris, qui a été un immense triomphe à l'étranger, puis par contre-coup Le Million, qui a été un immense triomphe en France, puis À nous la liberté. Bon, tous ces films qui sont remarquables, mais qui sont remarquables parce qu'ils ont conservé la poésie, parce qu'ils ont conservé, si vous voulez, l'ellipse, parce qu'ils ont un tas de trucs, mais en même temps, ils ont amené quelque chose de différent. C'est comment dirais-je, la salle de mixage. Si vous voulez, à mon avis, la salle de mixage a créé, a donné des possibilités qui ont, si vous voulez, affranchi le cinéma parlant de l'obligation d'avoir le son direct. Or, le parlant sans le son direct, ce n'est plus du parlant. Et l'audiovisuel sans le son direct, ce n'est plus de l'audiovisuel. Donc René Clair serait une cheville. Ça a été une cheville, et plus qu'une cheville, parce qu'à mon avis, tout le cinéma actuel contemporain, tel qu'il est fait, avec son, si vous voulez, avec les trois pistes, mettons, si vous voulez, la piste sonore, la piste parole et la piste image, ça c'est René Clair. Actuellement, nous sommes au seuil d'une période audiovisuelle, parce que grâce à la télévision, les appareils sont devenus tellement faciles, si vous voulez. Je parle facile sur le plan du poids, sur le plan de la malléabilité. Les micros sont devenus tellement sensibles, les pellicules sont devenues tellement sensibles, que l'on peut maintenant vraiment faire du son direct. Parce que, par exemple, quand on dit du son direct dans le cinéma, mettons des années 29-30, qu'est-ce que c'est que ce son direct? C'est un studio dans lequel on a créé un silence absolument artificiel, on a mis du coton partout, et il y a une voix complètement isolée de tout bruit qui va... Or, quand on voit par exemple un film de, comment dirais-je, de Penny Becker ou
de Leacock, tout d'un coup, vous découvrez qu'il y a autre chose. Ce qu'on appelait le parasite du son, c'était la vibration du son, c'était l'écho du son, c'était la multiplicité du son. Nous ne parlons pas dans le silence, nous parlons dans un silence qui est rempli de bruit. Or, c'est cette vibration du son qui fait maintenant, qui transforme, qui est la vérité, la réalité du son, et c'est ça, à mon avis, la grande chose du cinéma de demain. L'occupation, ça se traduit de différentes façons. Le propre de l'occupation, c'est que la personne qui est occupée, enfin le pays qui est occupé, est complètement coupé de l'extérieur. On cherche à lui imposer d'autres racines que les siennes, quelles qu'elles soient, quelle que soit la forme de l'occupation. Et il y a une espèce de... C'est comme quelqu'un qui est bâillonné, il lui reste les yeux et les oreilles, mais le reste, il y a le bâillon. Bon, qu'est-ce qui se passe d'abord ? Vous avez 39, en apparence, il ne passe rien. Sauf en France où, le ministère d'Information a interdit Renoir, Carnet, et tout, sous prétexte que c'est démoralisant pour l'armée. Ce n'est pas les Allemands, c'est les Français qui ont interdit ces films-là. Et de l'autre côté, vous avez Hollywood qui continue, l'industrie anglaise qui continue, mais curieusement, ce n'est pas ça le cinéma. Curieusement, il y a une racine au cinéma de ce que j'appelle le cinéma de la guerre. Cette racine, c'est le documentaire britannique. C'est le documentaire britannique du GPO, c'est le documentaire qui a été forgé sous Grierson, Basil Wright et Cavalcanti, qui s'est tourné vers la vie, qui a formé des opérateurs, des systèmes de prise de vue, des équipes qui sont capables de travailler dans la vie, de tourner avec des cheminots, de créer des scénarios tirés de la vie même, si vous voulez. Des films comme Night Mail, des films comme North Sea sont des scénarios véritables, mais sans acteurs, partant de la vie. Bon. Et de la réalité, et d'être humain, si vous voulez. C'est le côté comique. On a beaucoup parlé du néo-réalisme après la guerre. Le néo-réalisme, il existait déjà dans l'univers britannique, dans le documentaire. Voilà donc ce que c'est que le cinéma de la guerre. C'est un cinéma qui contribue, qui entre dans la guerre, mais la guerre étant, si vous voulez, il y a toutes sortes de guerres, mais dans le cas du cinéma, c'est une guerre idéologique, c'est la guerre, comment dirais-je, pour la liberté, contre le fascisme, contre ceci. Il faut parler des choses franchement. Il y avait peut-être, et sûrement, d'autres guerres pendant cette guerre-là, mais enfin, le cinéma ne s'est jamais intéressé à la propagande, comment dirais-je, les gens de cinéma, en tout cas en toute honnêteté, ce qui les a intéressés, c'était la propagande contre le fascisme, contre l'hitlérisme, contre le militarisme, c'est pas du tout autre chose. Bon. Et puis, vous avez, par exemple, des pays occupés d'une façon féroce, alors n'en parlons pas, puisque c'est le génocide, donc il faut absolument les détruire, donc il n'y a pas de cinéma. Et puis, vous avez des pays qui sont des vitrines de ce que pourrait être l'après-guerre, vous comprenez, avec un pays qui pourrait montrer qu'après tout, les Allemands pourraient après tout s'entendre avec la Metro-Goldwyn, la Tobis avec la Metro-Goldwyn, ce que vous pouvez imaginer, c'est la France, par exemple. Grâce au petit schéma de la France Sud et la France Nord. Or, si vous observez bien ce qui se passe en France, dans ce cinéma-là, il tourne totalement le dos à la réalité. D'abord, une société, c'est une fin de société. Si vous voulez, si on regarde bien aujourd'hui ce qu'est les Enfants du Paradis, moi j'appelle les Enfants du Paradis le Testament de Paris. Si vous voulez, les Enfants du Paradis, c'est une chose qui ne pourrait plus se refaire. Parce que vous ne trouverez pas actuellement en France un Prévert, il y vit toujours, mais un jeune Prévert, vous ne le retrouverez pas. Vous ne retrouverez pas tout ce qui s'est passé. C'est, si vous voulez, la somme de ce qu'a pu être le meilleur de Paris, vous comprenez, sur le plan du théâtre, sur le plan du pantomime, sur le plan de tout, le plan de la littérature surtout, qui converge, c'est une espèce de spectacle. C'est pourquoi ce film a un tel triomphe encore aujourd'hui, c'est fabuleux.
à part le fait de ses qualités propres et sur le plan du cinéma. Et puis vous avez ce que j'appelle le rébus. Vous comprenez, un film comme Le Grémillon, on avait l'habitude d'en faire. Vous comprenez, des films qui avaient l'air comme ça, anodins, etc., mais dans lequel tout d'un coup on vous dit tout est pourri dans le royaume du Danemark. Ne vous faites pas d'illusions, tout le monde dans la salle sait ce que c'est que le royaume du Danemark, c'est le royaume de Vichy. Et quand on dit tout est pourri dans le royaume du Danemark, tout le monde sait ce que c'est. Si vous voulez, la résistance, c'était un état d'esprit, c'était un état de cœur. Bon, et le reste, c'était de l'apparence. Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer, par exemple, que vous pouviez rencontrer dans la rue quelqu'un avec un chapeau zozo et que le soir, il était de la résistance, et puis que vous pouviez rencontrer quelqu'un qui avait l'air très patriotique et qu'en réalité, il était un flic ou un provocateur? Et ça, c'est des nuances qui, dans le temps, disparaissent, mais qui, croyez-moi, existaient, c'est une histoire de fluide, les gens sentaient ça comme ça, puis il faut mettre. Mais vous retrouvez quand même la résistance dans un film comme Les Visiteurs du Soir, l'esprit de la résistance. Oui, on retrouve à la fois Vichy et la résistance dans l'esprit des Visiteurs du Soir. Vous avez dans les Visiteurs du Soir à la fois, si vous voulez, la résistance du côté Prévert, et malgré quelque chose qui passe pas, le Moyen-Âge, vous savez, hein, c'est un peu ce que les Allemands voulaient. Hein. Aujourd'hui, Le Visiteur est un film très équivoque. Et quels sont les films qui sont nettement pas équivoques, qui ont été tournés? Lumière d'été, Les Enfants du Paradis ne sont pas un film équivoque. Le ciel est à vous n'est pas un film équivoque. Les Becker, par exemple, ne sont pas du tout des films de collaboration. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez même des choses tout à fait secondaires. Prenez un film, par exemple, pour vous faire comprendre comme c'est important sans avoir l'air. Hein. Vous avez un film de Renoir, par exemple. Enfin, un film que Renoir voulait tourner, c'était La Tosca. Bon, La Tosca... qu'est-ce que c'est? C'est du Sardou. Bon, mais le malheur veut que la Tosca sort pendant la bataille de Stalingrad. Et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que la Tosca? Il y a un bonhomme qui arrive et qui vous dit « Nous avons vaincu, Marengo est tombé, nous avons vaincu à Marengo. » Puis 10 minutes après, il y a un nouveau cavalier qui arrive qui dit « Pas du tout, c'est Bonaparte qui a gagné. » Ça a l'air d'une blague. Mais c'est la bataille de Stalingrad. Et à partir de ce moment-là, dans les salles, les gens applaudissent frénétiquement et on est obligé de mettre les lumières parce que la police envahit les salles. Si vous voulez, 1920 et 1936, il y avait un slogan. Les gens ne comprennent pas l'art, alors les films artistiques ne sont pas commerciaux. Alors qu'en réalité, on avait donc la preuve évidente par Chaplin, par exemple, du contraire. Bon, par Griffith, par La Naissance d'une Nation. Bon. En réalité, c'était un faux slogan qui avait été inventé par quelques esthètes qui, du fait qu'ils étaient esthètes, n'arrivaient pas à joindre les masses. Et en 1936, il y a eu un cinéma tout à fait nouveau, en apparence, mais qui au fond renouait avec le grand cinéma des années 10, un cinéma qui était profondément humain, profondément... je dis humain parce qu'il y avait enfin des acteurs qui avaient pris, qui arrivaient avec une présence totale, etc. Des sujets profondément touchants pour les gens, compréhensifs. Enfin, c'était un très grand cinéma. C'était très peu de films, mais ils sont passés tout d'un coup au premier rang. Ils ont pris une place énorme sur le plan de la résonance qu'ils avaient eue mondialement. Qui est une résonance qui allait beaucoup plus loin que le cinéma. Quand on regarde bien, on s'aperçoit que dans cette immense résonance, il y avait, par exemple pour les Italiens, l'époque, c'est bien sûr c'est Renoir, mais c'est Carnet. Alors pourquoi pour les Italiens c'est Carnet? Et pourquoi tout d'un coup Carnet a pris cette dimension gigantesque alors que Renoir aussi a pris sa véritable dimension? Mais si vous voulez, il y a une espèce de période où Quai des Brumes, surtout Quai des Brumes a marqué énormément les gens, apparu être une chose tout à fait neuve par rapport à l'autre film. Or, en réalité, l'autre jour, en revoyant le Quai des Brumes, je me suis rendu compte de pourquoi. C'est parce que, dans ces films-là,
Quai des Brumes, dans Génie, dans toute une série de films qu'il avait fait, et après ça a changé. Carnet, pour des raisons que peut-être l'a-t-il pas fait exprès, peut-être au contraire, était-ce parce qu'il venait justement de voir un certain nombre de films majeurs dans ce sens du côté des États-Unis, Carnet a créé quelque chose d'absolument fabuleux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez le Quai des Brumes, vous apercevez que le Quai des Brumes est presque essentiellement fait avec des plans moyens, ce qu'on appelle le plan américain. Et finalement, c'est le dialogue. C'est le dialogue qui est toute la construction du film. Toute la construction du film, toute sa liaison, c'est le dialogue. Vous avez par exemple des scènes, par exemple dans le Quai des Brumes, où un personnage entre en parlant, il s'assoit pour boire un verre, et c'est ce qu'il est en train de dire qui amène l'autre personnage qui repart. C'est-à-dire que il y a eu un drame dans le cinéma, il y a eu un drame considérable dont les gens ne se sont pas rendus compte. C'est que pendant 2 ans, vous avez eu donc des gens qui cherchaient le parlant d'un côté, qui cherchaient le parlant sous une autre forme, et puis, je ne sais pas pour quelle raison, on est tombé dans un truc merveilleux qui, à l'époque, a ébloui tous les gens. Ah, c'est magnifique, c'est superbe. Enfin, le cinéma redevient du cinéma, c'est-à-dire un cinéma qui était un mélange de sons, de films muets, de films de sons, de paroles, etc. Une espèce de micmac, j'appelle ça de l'eau de vaisselle, quel que soit le truc, on n'a plus bougé. Mais par contre, Carnet, lui, pendant cette courte période des années 30, de la fin des années 30, tout son découpage et tout son montage, toute son image a été, si vous voulez, non pas l'illustration, mais étroitement lié au dialogue. Le dialogue l'emportait non pas l'emporter sur l'image au point de vue visuel, mais l'emporter, si vous voulez, en force, en contenu, c'était l'élément majeur. Et il avait donc réussi à sortir de cette eau de vaisselle. Cette rencontre de la personnalité de Gabin, qu'on retrouve dans les Gabin a joué un rôle, dans le succès de Carnet. Gabin a joué un rôle énorme, parce que quand je vous dis 35, c'est pas par hasard. Parce qu'en fait, prenez un homme comme Duvivier. Duvivier, si vous voulez, son passé, c'était évidemment Antoine, puisqu'il a travaillé avec Antoine, mais c'était par son climat, par son milieu, par les gens avec qui il avait travaillé dans le cinéma. C'était un homme qui était assez, comment dirais-je, je ne voudrais pas dire le mot petit bourgeois, mais parce qu'on peut vivre dans un milieu petit bourgeois et ne pas l'être, mais il vivait dans un monde comme ça. Je me souviens dans son appartement, j'étais allé en 35, donc c'est une époque où il avait déjà fait tout de même, pour les cinéastes, il représentait tout de même quelqu'un qui avait fait des choses intéressantes. Et n'empêche, il était encore un tâcheron, si vous voulez, sur le plan des comment dirais-je, des salaires. Donc je suis entré dans un appartement, comment dirais-je, place Clichy, quoi, le mobilier faux rustique, des choses comme ça. Gabin a sorti Duvivier de ces milieux. C'est Gabin, la Bandera. C'est Gabin qui a fait la Bandera. C'est Gabin qui a choisi le sujet. Et c'est Gabin a joué un rôle majeur, d'une part, parce qu'il a arraché à cette espèce de... Si vous voulez, il a arraché, je m'excuse de dire ça, chez vous c'est peut-être quelque chose de très bien, mais pour moi, j'ai jamais lu le livre, mais j'ai vu le film, alors si le livre est comme le livre, je ne veux rien dire. Mais Maria Chapdelaine, vous comprenez? Par conséquent, il a arraché Duvivier à Maria Chapdelaine, il a amené Duvivier à travers de la Bandera à la Belle Équipe. Et puis, à ce moment-là, Duvivier est devenu le grand Duvivier, il a un peu lâché, mais lui-même a lâché Duvivier, et il est allé rejoindre autre chose, il est allé rejoindre à ce moment-là Renoir. Et ensuite Carnet. Prévert nous disait mais en fait, quelques mois que c'est grâce à Gabin que cette équipe finalement s'est formée, il les a imposés. Gabin était le ciment. Mais si vous voulez, vous aviez une chose fantastique, outre le fait que c'était le mouvement du Front populaire en France, que par conséquent, on était sorti d'un tas de trucs, par conséquent, il y avait une espèce de mouvement qui portait vers chose. Vous avez une chose complètement nouvelle dans ces films-là, c'est que personne n'a compris, et ça explique peut-être la censure à la déclaration de guerre. C'est qu'au fond, la philosophie de ces films,
Si vous voulez, vous aviez en Amérique des films dont la philosophie était le citoyen. Si vous voulez, Capra, tout ce que vous savez, le citoyen, Abraham Lincoln, face à l'autocratie, face à Hitler, face au fascisme. À Moscou, vous aviez Lénine, vous aviez le citoyen encore, le communiste, mais c'était le citoyen. Et en France, curieusement, c'était les bandits. Si vous voulez, les bandits, c'est une façon de parler, n'est-ce pas? C'était un déserteur, mais je dis les bandits exprès, parce que quand j'ai essayé d'expliquer ça aux Turcs en leur disant les bandits, voyez-vous, c'était les futurs résistants, c'était l'homme qui rejette l'artifice, les mensonges, qui cherche à être l'homme dont le sentiment de l'honneur est tout à fait différent, etc., et qui finalement sera le résistant. J'ai été couvert d'applaudissements. Et j'ai compris par l'éclat et l'importance des applaudissements que j'avais touché un point sensible. Je ne savais pas que les bandits existaient en Turquie et qu'ils étaient les résistants. Maintenant, ceci dit, moi, à chaque fois que je revois Le jour se lève, je suis frappé d'une chose fantastique. D'abord, c'est le côté presque prémonitoire de l'œuvre, beaucoup plus que Le Quai des Brumes, parce que vraiment, c'est prémonitoire. Et de l'autre côté, je suis frappé d'autre chose. C'est que j'ai l'impression, quand Gabin parle, d'entendre la voix de Prévert. Tout le monde tue un petit peu seulement. On tue en douceur, alors ça se voit pas. C'est comme la sable, c'est en dedans. Là, en dedans. Alors foutez le camp. Foutez le camp, allez-vous-en. Rentrez chez vous, vous lirez ça dans le journal. Ça sera imprimé, tout sera imprimé. Tout. Et puis vous le lirez, et puis vous le croirez. Parce que dans les journaux, on raconte tout. Hein? Ils sont bien renseignés, les journaux. Vous avez deux Renoirs dans le cinéma. Le Renoir absolu, le Renoir libre. Le Renoir qui tout d'un coup fait tout ce qu'il a envie de faire. Ça donne Boudu sauvé des eaux, ça donne La nuit de Carrefour, ça donne La Marseillaise. Un Renoir complètement libre, qui ne se sent pas du tout gêné, qui se promène comme ça dans le film, et ce Renoir, si vous voulez, dès 1932, a atteint l'absolu du cinéma parlant, tel que nous le concevons aujourd'hui. Et c'est pas dans la mesure où elles sont dans le cinéma d'aujourd'hui qu'elles étaient incomprises, au point que les critiques disaient que c'était des navets à l'époque, n'est-ce pas? Parce que les gens ne comprenaient pas l'utilisation du sang, cette chose extraordinaire, cette espèce on dirait que la caméra a saisi la vie dans le vif. Or, cette vie n'est pas, c'est une vie artificielle, puisque c'est une vie reconstituée dans un studio, mais c'est une vie réelle en même temps. C'est une chose avec une liberté totale. Et puis un Renoir qui de temps en temps se dit il faut être sage. Parce que, si vous voulez, oublions toute autre considération, prenons le cas de Carnet. Carnet est accusé de coûter des millions, de dépasser ses devis, de dépasser son temps de tournage, et il tourne La Marie du Port, pour montrer qu'il peut faire un film en 15 jours. Bien, si vous voulez, Renoir n'a jamais été réduit à ça, mais Renoir de temps en temps se dit il faut que je sois sage. Je crois que
dans ce travail d'ouverture de fenêtre qui est le nôtre, il faut choisir les paysages que nous montrerons. Et si nous montrons d'emblée des paysages trop différents de ceux des fenêtres déjà ouvertes avant, le public nous en voudra. Il faut y aller assez prudemment. C'est embêtant parce que c'est amusant de ne pas être prudent. Ça sera merveilleux brusquement de pouvoir ouvrir des fenêtres sur des paysages absolument inattendus, inconnus, invraisemblables. Mais ça, c'est très difficile. L'homme est un animal d'habitude. Nous sommes tout de même aussi des animaux, n'est-ce pas? Dans les bas-fonds, c'est le producteur qui a imposé que l'action reste en Russie. À partir du moment où il avait Renoir, il aurait dû laisser l'action se situer en France. Mais le producteur a imposé l'action en Russie. Il y a des moments où Renoir est diplomate. Il est obligé, il a eu assez de traverses dans sa vie, il a eu assez d'ennuis avec justement ces films où il était totalement libre. Or, la chose extraordinaire de la règle du jeu, c'est que c'est les deux Renoirs ensemble. Ceci dit, la règle du jeu était pas tellement en avance sur son temps. Elle était en avance sur son temps sur des points de détail. Par exemple, je vous prends un exemple, moi je l'ai vu à l'époque, et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui ne jouait pas bien. Je regrettais que Renoir joue lui-même, parce qu'il n'était pas dans le ton des autres, mais finalement il était dans le ton du vrai. Je présentais la règle du jeu à un auditoire de jeunes gens en Amérique, à New York, dans une école. Et certains de ces jeunes gens avaient entendu parler de la règle du jeu, avaient entendu parler de la réception de la règle du jeu à Paris, et l'un d'eux me demanda, dites-moi, monsieur Renoir, pourquoi peut-on dire que ce film est controversial? Je dis controversial, traduisant mal l'anglais, de l'anglais au français. Alors je lui ai répondu, écoutez monsieur, ce film peut être considéré comme controversial pour la raison suivante. À la première du film au Colisée, j'ai vu un monsieur, un spectateur, qui très gravement déployait un journal, sortait une boîte d'allumettes, craquait l'allumette, mettait le feu au journal, avec l'intention absolument évidente de ficher le feu à la salle. Eh bien, je pense qu'un film qui provoque de telles réactions est un film controversial. À partir du moment où on fait des films sur lettre de crédit et où un metteur en scène va de triomphe en triomphe, son nom suffit pour la lettre de crédit. C'est ce qui est arrivé à Jean Renoir, ce qui est arrivé d'ailleurs à Carnet. Mais c'est surtout Jean Renoir qui en va en bénéficier et en même temps qui en est la victime. Qu'y avait-il dans le passé de Renoir qui permettait... Mais le passé, il a commencé en 1936, quand, si vous voulez, le passé, oubliez le passé absolu de Renoir, nous y reviendrons tout à l'heure. En 1936, Jean Renoir tourne Les Bas-fonds et c'est un triomphe commercial. Il tourne ensuite La Grande Illusion, c'est un triomphe mondial. La Marseillaise, n'en parlons pas. Il tourne La Bête humaine, c'est un triomphe commercial et mondial. Par conséquent, sur le seul nom de Jean Renoir, les financiers peuvent miser. Et il va tourner la règle du jeu. Misant sur son seul nom, il est totalement libre. On lui laisse libre, puisqu'il a toujours eu du succès. Si vous voulez, il se trouve dans la même situation que Griffith quand il a terminé le film qui a fait le plus grand succès commercial du monde, c'est-à-dire la naissance d'une nation, et que à partir de ce moment-là, il n'a qu'à vouloir faire un film, il a tout l'argent du monde. Il fait la bêtise. Pour nous, c'est pas une bêtise, de faire Intolérance, ça coûte des milliards, et ça ne rapporte pas un sou. À ce moment-là, c'est la fin. C'est la fin, malheureusement pour Hollywood, c'est le commencement du Star System qui se substitue. Dans le cas de Renoir, il est libre. Et il est libre de quoi? De faire l'œuvre dont il a toujours rêvé. Sur son seul nom, il va tourner la règle du jeu. Ça m'amuse beaucoup de parler de la règle du jeu, parce que c'est évidemment, de tous les films que j'ai faits,
celui qui a eu le plus gros insuccès. La règle du jeu à sa sortie a été une tape absolument magnifique. J'ai eu pas mal de tapes dans ma vie, mais une tape comme celle-là, je crois que je n'en ai jamais eu. C'était vraiment très réussi, complet, parfait. Ce qui a joué terriblement dans la règle du jeu, nous y arrivons, le Colisée, ça, des scandales, un tournant en France, si vous voulez, dans l'opinion, une chose qui a fait que le jour de la première, et on sait en général qui est invité dans ces premières, dans ces galas de première, les gens commençaient à siffler, à crier, à hurler, à apostropher. Je n'avais aucunement l'idée d'épater le bourgeois. Je voulais simplement faire un film. Je voulais même faire un film agréable. Je voulais faire un film agréable, mais qui soit en même temps une critique d'une société que je considérais comme résolument pourrie et que je continue à considérer comme résolument pourrie. Parce que cette société elle-même, elle n'a pas fini d'être pourrie, elle n'a pas fini de nous entraîner vers de très jolies petites catastrophes. Bon, il y a deux choses, mais commençons par le plus facile. Hein. Dalio a parlé tout d'un coup des Noces de Figaro. Or, vous vous rappelez que les Noces de Figaro, ça a fait un bruit énorme, et qu'il a fallu des appuis puissants pour faire lever l'interdiction, et le scandale qu'avaient proposé les Noces de Figaro. Bon, vous ne pouvez pas demander à une société de voir sa propre danse de mort. C'est le cas des Noces de Figaro, c'est le cas du jour soleil. Nous sommes à la veille, à la veille, dans la guerre va éclater 3 mois plus tard. L'Italie, à son tour, prend des mesures militaires. Des troupes vont renforcer les garnisons frontières. M. Mussolini tient à inspecter personnellement les services de défense anti-aérienne. À Paris, le président du Conseil prononce une allocution radiodiffusée.
réveil, de la mort d'une certaine société. Et puis, il y a la réaction fasciste. Or, la France, était à l'époque, bourrée de fascisme. Par conséquent, la liberté de mœurs, le fait qu'il y avait un juif, excusez-moi de dire les choses franchement, tout ça a horriblement choqué ces gens qui étaient des fascistes sous-jacents et des collaborateurs en évolution. C'est pourquoi, en 1939, le jour de la déclaration de guerre, on a interdit toute l'œuvre de Carnet, toute l'œuvre de Renoir et toute l'œuvre de Duvivier. Sous prétexte que ça démoralisait l'armée française. À cause de ces coups de sifflet qui me déchiraient le cœur, je donnais des coups de ciseaux. Et c'est pourquoi les versions absolument intégrales de la règle du jeu n'existent plus. La scène qui se passe dans la serre a été amputée, on ne comprenait pas, personne ne pouvait comprendre pourquoi Renoir sortait et pourquoi c'était un autre qui venait, puisqu'on n'avait rien compris de ce qui s'était passé dans la serre. Ça a été le mystère, si vous voulez, de la règle du jeu. Ça a beaucoup servi d'ailleurs, parce qu'après-guerre, ce mystère a provoqué toute une littérature qui a rendu le film absolument mystérieux. Ça fait, si vous voulez, il y a un autre mystère dans la vie de Renoir, c'est dans la nuit, dans l'œuvre de Renoir, c'est la nuit du Carrefour. La scène clé manque, mais c'est un film policier. Alors le fait que la scène clé manque est parfaite parce que ça devient tout à fait l'énigme. La scène, ça devient vraiment un film policier, c'est à vous de ressentir et d'essayer de comprendre. Mais la scène, dans le cas de la règle, dans le cas de la nuit du Carrefour, c'est pas de la faute de Renoir. C'est un monsieur qui a emporté la pellicule en croyant qu'elle était vierge et pour faire un film un film à lui, n'est-ce pas? Quand il a invité ses amis, qu'il a projeté le film qu'il avait fait, on a vu en surimpression toutes les scènes que Jean Renoir cherchait éperdument, qu'il ne pouvait plus refaire parce que le décor avait été détruit. Dans le cas de la règle du jeu, la coupe, elle est là et elle est, à mon avis, une des grandes raisons pour lesquelles, après la guerre, on a fait tant de littérature sur ce film. Ça a servi énormément le film. Grâce à cette littérature, je me souviens d'un metteur en scène étranger qui avait vu la version coupée, puis je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont tous à parler de ce film, parce qu'évidemment, ils ne comprenaient pas. L'essentiel de la règle du jeu, sur le plan de la compréhension du sujet, sur le plan de la compréhension de l'histoire et des personnages, et de la situation, avait disparu. L'échec du film a été le suivant. Bon, on peut très bien être un échec dans une salle d'exclusivité, être un triomphe dans le circuit commercial. Et à partir du moment où on avait coupé le film, on l'avait mutilé, que c'était le film mutilé qui passait dans les salles commerciales, dans les salles, mettons, de Pigalle ou d'autres, ça ne pouvait pas marcher, puisque les gens ne comprenaient pas, ils se trouvaient devant un rébus. Avec les doubles, on a reconstitué le film dans son montage original, le climat a été créé, et à partir de ce moment-là, en plus, le bond en avant était fait, parce que quand la version originale a été reconstituée, c'est déjà dans les années 60. Par conséquent, le film avait rejoint Godard, Godard avait rejoint le film. Par conséquent, on pouvait comprendre le tout, et le film reste ce qu'il est. Oui, La règle du jeu est certainement le film qui nous a le plus influencé, parce qu'il était, après la guerre, le classique des ciné-clubs. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à le redécouvrir un peu. C'est un film qui donc avait été un très gros échec au moment de sa sortie au cinéma du Colisée, je crois, sur les Champs-Élysées, et qui ensuite avait même été interdit quelques mois après comme démoralisant les Français. Et il était donc absent des écrans pendant la guerre. Il a ressurgi après la guerre, mais principalement dans le circuit ciné-club. Et évidemment, il y avait un espèce de jeu aussi parmi les cinéphiles, parce qu'il existait toutes sortes de versions de la règle du jeu. Et alors on allait les voir, on allait sans cesse revoir le film pour comparer, savoir ce qui manquait dans l'une, ce qu'il y avait dans l'autre. Je crois que même la première fois que j'ai écrit sur le cinéma, ça a été pour signaler une copie intégrale de la règle du jeu que j'avais vue, dans laquelle je voyais une dizaine de scènes ou scénettes qui n'étaient pas dans les versions habituelles. Il en existe une qui est presque intégrale, qui a été reconstituée par les soins de techniciens du cinématographe qui ont su retrouver les négatifs, en tirer des positifs, refaire une copie complète, bref, reconstituer le film. Dans cette reconstitution, il ne manque qu'une scène qui n'est pas très importante. C'est une scène où je joue moi-même avec Roland Toutain et où il est question de l'intérêt sexuel des bonnes. Vous voyez, ce n'est pas une question primordiale. Je disais que j'ai été bien récompensé plus tard. En effet, il y a de ça 3 ans, j'étais à Venise
Et les gens du Festival de Venise, très aimablement, ont eu l'idée de montrer cette copie intégrale qui venait d'être reconstituée dans leur grande salle une après-midi. J'y suis allé et j'ai eu le plaisir de voir une salle vraiment très remplie. Il y avait beaucoup de gens debout, assis sur les marches, n'est-ce pas? Et ces gens-là, eh bien, ils ont beaucoup applaudi, ils ont été très gentils. Enfin, j'ai eu une petite impression de revanche sur les injures de 1939. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce film qui frappait, disons, l'imagination de tout le monde? Je crois finalement que c'était... Nous étions à ce moment-là presque des adolescents, nous sortions de l'adolescence. Et nous aimions les films, et les films présentaient des personnages adultes qui étaient peut-être loin de nous. Et dans la règle du jeu, l'essentiel, ce sont les relations sentimentales entre les personnages. Voilà, ce sont des gens amoureux qui ne savent pas où ils en sont avec leur affaire de cœur, qui ne savent pas... Et je crois que c'est une chose que des adolescents peuvent très bien ressentir, vous voyez. C'est-à-dire que l'amour était montré avec fantaisie et avec violence, et avec pureté. Et je pense, ça peut être une des raisons, vous voyez, ça peut être une des raisons parce qu'effectivement, des jeunes cinéphiles, en général, d'ailleurs peu fortunés, ou venant de toutes sortes de classes de la société, mais enfin, se retrouvant autour d'un film qui montrait quand même la grande bourgeoisie française, on aurait pu penser que c'était loin. Et en fait, ce n'était pas loin, c'était près. Alors non, mais c'était pas l'aspect politique du film, le contenu, la critique de la société de l'époque, les caprices de Marianne, le mariage de Figaro. Peut-être, parce qu'il y a évidemment un dialogue assez... Mais enfin, je crois pas, oui, il y a le vieux général, il y a la description d'une société finissante, mais ça, je crois que c'est plutôt un thème pour étudiants. Nous n'étions pas des étudiants, nous n'analysions pas les films sous cet angle-là. Je crois en tout cas pas moi. Moi, je m'intéressais aux films presque déjà sous l'angle affectif qui est... Le cinéma que j'ai pratiqué après, c'était les revirements amoureux des hommes autour de ce personnage joué par Nora Grégor. Donc c'était le contenu du film plutôt que la technique de Renoir, puisque vous étiez déjà mordu du cinéma. La technique, nous n'en étions pas... Si, je ne peux pas dire que nous n'en étions pas conscients, nous en étions conscients progressivement. Peut-être certains d'entre nous plus que d'autres. Je pense que Éric Rohmer était quelqu'un de très conscient de la forme, en tout cas. Disons pas la technique, mais la forme, que les films avaient une forme. Et c'est probablement ce qui nous a amené aussi à être très séduits par Hitchcock très vite, et après à avoir au fond pas cette dualité, mais enfin ces deux intérêts parallèles, Renoir-Hitchcock. Renoir étant plus riche, évidemment, sur le plan intérieur, sur le plan de la vie, sur le plan des personnages, sur l'idée du monde, sur l'idée des sentiments. Et Hitchcock peut-être plus décisif sur les questions de forme. Eh bien, rentrons. Non, pas de château. Jamais plus au château. Alors, ici, dans la petite serre? Oui. Pendant que Renoir va tourner la règle du jeu, sa vie va changer complètement, sa vie, si vous voulez, pas familiale, mais sa vie amoureuse, sa vie privée va changer complètement, parce que le transfert qui se produit dans la découverte qu'il fait, lui, dans la règle du jeu comme acteur, le transfert qui a failli se produire dans la scène où tout d'un coup il découvre qu'il aime le personnage principal joué par Nora Grégor, eh bien, à ce moment-là, ça se produit au studio même, puisque c'est le moment où il va aimer sa deuxième femme. À la fin du film, c'est fini, Jean Renoir est avec Didot frère. Il y a donc un lien total. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas. J'entends rien. C'est à ton revolver. Fouillant un coup. Il n'y a plus de balle. J'ai tout tiré sur toi. Mon pauvre Dieu. Mais mon pauvre père n'était pas comme ça. Et lui aussi était un héros. Un héros dans son genre. Oui, mais quand tu penses à ton père, il était injuste avec les autres hommes. Mais toi, par exemple, tu es un type très bien. Moi, je suis un raté. Non, tu n'es pas un raté. Tu as seulement besoin qu'on s'occupe de toi. Je vais m'occuper de toi.
Il est trop tard. Je suis plus assez jeune. Idiot. Tu sais, c'est toi que je l'aime. Oui, Christine. Je t'aime. Alors, embrasse-moi. Non, fais la bouche comme un amoureux. Ici, jamais, je ne crois pas, qu'il y ait dans l'œuvre de Renoir une œuvre qui soit aussi intimement liée à sa vie que la règle du jeu. Elle est liée à sa vie au départ. Vous avez en Orwell un sujet qui est très proche de certains sujets mis en scène. C'est une pièce de théâtre. Je l'ai vue, donc je parle d'une chose que personne n'a vue, qu'on peut lire, mais déjà en la lisant, on se rend compte, c'est un lien étroit avec Maurice Stiller. Bon. Or, tout d'un coup, quand Renoir va tourner la règle du jeu, il nous téléphone à la Cinémathèque pour nous demander si nous pouvons lui procurer les moyens de revoir un film qu'il avait vu jadis, qui était Eroticon de Maurice Stiller. Et comme je voulais ce film aimable, je me suis inspiré d'un auteur qui est un être adorable et qui est un être qu'on ne peut pas ne pas aimer. Très à la base, je me suis inspiré de Musset. Je me suis inspiré des Caprices de Marianne. Oh, de très loin. La ressemblance est extrêmement vague. Mais en fait, dans mon intrigue, il y a quelque chose qui rappelle les Caprices de Marianne. Puis, vous le savez, il faut toujours un tremplin pour partir. Alors, disons que mon tremplin, ça a été les Caprices de Marianne. Mon désir de retourner à l'esprit classique, à mon désir d'échapper à la bête humaine, au naturalisme, d'échapper même à Flaubert, à mon désir de retrouver Marivaux, Beaumarchais à Molière. Or, cette liaison entre la vie de Renoir et son œuvre se traduit même dans la mise en scène, dans la réalisation. J'ai été stupéfait l'autre fois, nous avons fait un hommage à Renoir à la Cinémathèque, Dalio a pris la parole. Et il a expliqué, il a dit un certain nombre de choses qui m'ont révélé, des choses absolument surprenantes, non, parce que c'était tout à fait dans l'esprit de Renoir. Il ne se rendait pas compte, les acteurs, où ils allaient. Renoir les faisait jouer, les mettait dans le rôle. Enfin, bon Dieu, qui c'est qui va m'aider à la retirer, ce sacre veau d'ours? Alors, donc, cette tentative d'œuvre classique, je l'ai accompagnée de musique classique, je l'ai fait jouer d'une façon un peu commedia dell'arte, d'une façon un peu pantomime. Vous n'avez pas vu madame? Non. Mon petit Saint-Aubin, je vous assure que c'est pas pour vous embêter, mais j'y arrive pas. Écoutez Octave, vous êtes bien gentil, mais... Mais puisque je vous dis que je peux pas la retirer tout seul. Ça n'est pas le moment. Et Christine, qu'est-ce que vous en avez fait? Ça, nous verrons ça tout à l'heure. Que j'arrive seulement à la retirer, ma peau d'ours. Puis ils verront. Oh, venez par ici, Octave, allez, je vous la retirez, moi, votre peau d'ours. Eh ben, c'est pas trop tôt. Même ne vous aime plus, sinon elle n'irait pas s'afficher avec sa bêtise de Saint-Aubin. Partons ensemble, Robert. Où ça?
Ici, je suis chez moi, je ne vais tout de même pas tout abandonner. Oh, que vous êtes agaçant avec votre sens de la propriété. Comme si ça avait de l'importance, une maison. Il faut d'abord que je parle à Christine. Tirez! Je n'ai entendu parler de cela qu'avec Méliès. Quand Méliès plaçait ces personnages, ces acteurs leur faisait jouer quelque chose et ils ne se rendaient pas compte où ils allaient, ou Musidora me disant la même chose. Feuillade me demandait de faire ça, je ne savais pas pourquoi je le faisais, enfin je savais pourquoi je le faisais, mais je ne comprenais pas où on allait. C'est-à-dire, et Dalluo disant, on jouait, mais on ne comprenait pas pourquoi il nous faisait faire ça, pourquoi il nous faisait faire ça. Et quand on a vu le film, on s'est trouvé tout d'un coup devant quelque chose d'aussi étonnant que le mariage de Figaro. On croyait jouer quelque chose, et puis on s'est trouvé devant le chef-d'œuvre. Donc c'est bien la preuve que c'est même pendant le tournage, jour par jour, qu'il y avait des modifications, qu'il y avait des adjonctions, qu'il y avait, comment dirais-je, des conséquences qui se liaient. C'était pas un travail préconçu, c'était un travail vraiment d'écrivain, de peintre, qui se faisait au fur et à mesure qu'il se tournait. Vous m'avez vu. Pourquoi? Il y a Schumacher qui me court après. Qu'est-ce que tu lui as fait? À lui rien, ce sera plutôt à sa femme. Lisette? Oui, on s'est un petit peu fréquenté, il nous a vus, alors il n'est pas content. Ah, monsieur le marquis, les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Je les aime trop même. Mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu? Ça va pas, vous non plus? Pas fort. Dis donc, Marceau, il n'y a pas des moments où tu voudrais être arabe? Ah non, monsieur le marquis, pourquoi faire? À cause du harem? Oui. Les musulmans sont les seuls qui aient fait montre d'un peu de logique. Oui. Dans cette fameuse question des rapports entre les femmes et les hommes. Dans le fond, ils sont bâtis comme nous. Voyons. Il y en a toujours une qui préfère. Oui. Mais ne se croit pas obligé à cause de ça de flanquer les autres à la porte et de leur faire de la peine. Voyons. Moi, je ne voudrais faire de peine à personne. Surtout pas aux femmes. Merci. C'est le drame de ma vie. Oui, mais pour ça, faut avoir les moyens. Comment? Mais même avec les moyens, je finis par rendre tout le monde malheureux. Femme, maîtresse et moi-même partie du marché. Moi, monsieur le marquis, les femmes, que ce soit pour les avoir ou pour les quitter ou pour les garder, j'essaye d'abord de les faire rigoler. Quand une femme seule, elle est désarmée, vous en faites ce que vous voulez. J'ai mis des personnages qui sont des personnages extrêmement simples, mais qui tout simplement vont, et très simplement, vont au bout de leurs idées, vont jusqu'au bout du développement de leurs pensées. Ce sont des personnages francs. La peinture de cette société, peut-être en déliquescence, nous l'a fait cependant aimer, je l'espère, parce que cette société a au moins un avantage, elle ne porte pas de masque. Qu'est-ce qu'il y a dans l'œuvre de Renoir, à partir de ses premiers films, qui vous a tellement frappé ou influencé? Oh, c'est sa richesse, c'est sa complexité et en même temps son unité, une espèce de logique. Il s'est intéressé à toutes les formes de scénario. Il y a une majorité d'adaptations de romans dans son œuvre. Et c'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il ne refusait jamais un scénario, qu'il voyait toujours ce qui pouvait l'intéresser dedans. Et il en faisait du Renoir parce qu'il a il a une discipline fantastique dans le sens qui fonctionne dans le sens de l'anti-cliché. Voilà, c'est-à-dire que même s'il a un mélodrame, il arrive à le dépouiller de ce qui est mélodramatique. Par exemple, dans La Chienne, c'est très net, qui au fond aurait pu être un sujet de mélodrame. Et il en sort il est comme tout le monde à la recherche de la vérité. Mais sa vérité à lui est un petit peu plus rare parce qu'elle contredit les habitudes du cinéma, vous voyez. C'est-à-dire que la vérité qui sort du cinéma américain est en général une vérité de geste et de jeu. Les histoires ne sont pas vraies, même le traitement des histoires n'est pas vrai. Avec Renoir, il y a ça. Il se dit, le salaud aura l'air d'un brave type, et il fonctionne avec un esprit paradoxal très fort et un grand esprit de contradiction aussi. Oui, justement. Et avec ça, avec cet esprit de contradiction et cet esprit de paradoxe, il arrive à mettre sur l'écran plus de vérité que les autres. Et dans des cadres, chaque fois très différents, très réalistes au milieu de sa vie, très outrancier au début de sa vie, avec l'influence de Stroheim, etc., les films muets. Après, une espèce de recherche du réalisme de 30 à 40, et puis après, de nouveau, une recherche allégorique, une recherche des films plus symboliques, plus stylisés, de plus en plus, au fur et à mesure qu'il avançait, oui.
disons le cinéma, évidemment, nous sommes tous d'accord, il faut changer quelque chose. Le cinéma est en train de s'endormir. Je crois que, n'est-ce pas, ici en France, il y a des tentatives extrêmement intéressantes, plus intéressantes que dans n'importe quel autre pays, de faire quelque chose de nouveau. Mais peut-être ces tentatives ne sont-elles pas assez basées sur les faits, ne sont-elles pas assez basées, je ne sais pas moi, disons-le, sur la nature du public qui nous attend demain. Est-ce que ce public sera un public qui veut payer cher, qui veut payer pas cher, est-ce qu'il viendra de loin? Est-ce que, je ne sais pas, alors c'est ça qu'il faudrait savoir. Il faut les changements, les révolutions artistiques ne sont pas que le fait des artistes. Les révolutions artistiques sont aussi le fait des clients. On change la nourriture d'un pays si les consommateurs ont envie de manger autre chose. Ça ne dépend pas seulement que de l'épicier qui vend ses boîtes. Je ne crois pas à la différence d'importance entre les œuvres. À mon avis, ou bien un artiste a de l'intérêt ou il n'en a pas. Pardon, je dis mal. Je devrais dire ou bien je l'aime ou bien je ne l'aime pas. Ou bien il est mon ami ou bien il ne l'est pas. Alors s'il est mon ami, si je l'aime, il peut me dire n'importe quoi. Vous savez, n'importe quoi de la part d'un homme qu'on aime, de la part d'un ami, c'est beaucoup plus intéressant que des vérités profondes de la part d'un indifférent. Eh bien, je crois qu'en art, ça c'est extrêmement important. Il faut aimer l'artiste. Oui, il y a une chose assez curieuse dans notre métier, c'est que l'acteur, qui est l'être payé, l'acteur dont on achète les services à prix d'or, enfin les sommes que l'on attribue à certaines vedettes sont incroyables. Et finalement, malgré toutes ces dépenses, eh bien, l'acteur est assez méprisé. C'est assez difficile de plonger dans la sincérité comme on plonge dans la Méditerranée à Saint-Tropez, du haut d'une planche. Ça se fait pas comme ça. La sincérité, ça se défend. Faut la gagner, faut la caresser. Et puis finalement, on y est. Alors, c'est pourquoi je crois à la méthode qui consiste à lire les textes d'abord sans les jouer. Et puis ces textes vous pénètrent tout doucement. Et il arrive un moment où on ne sait pas pourquoi, le mariage mystérieux de la personnalité de l'acteur et de la personnalité de l'auteur, le mariage mystérieux de la pensée et des mots se fait. Et il sort quelque chose que l'on n'attendait pas. Même l'acteur ne l'attendait pas. Si l'acteur sait à l'avance la façon dont il dira un mot, c'est mauvais, c'est conventionnel, il ne faut pas le savoir. Il faut que ça sorte tout seul. Et la seule façon, c'est de demander, voyez-vous, à la monotonie de vous aider. La monotonie de la répétition des phrases et des mots. Le trouvère constituait en lui seul un spectacle complet. Un trouvère ou un troubadour arrivé dans un château, il chantait la chanson de Roland. Chose très importante, le motif général n'avait aucune importance. On chantait 1000 fois, 2000 fois, 10 000 fois la chanson de Roland, c'était chaque fois original. Du moment que nous acceptons que le cinéma parle, nous sommes bien obligés d'accepter certaines lois du théâtre. Le cinéma muet, à mon avis, était infiniment grand pour des raisons qui ne sont pas, peut-être même pas du tout, les raisons du cinéma parlant. Moi, je crois que le cinéma muet était basé sur l'hypnotisme. Ça n'avait absolument rien à voir avec l'art dramatique. C'était uniquement une affaire d'hypnotisme. C'était une affaire de prestidigitation et d'hypnotisme. L'hypnotisme se pratiquait par le gros plan. Le cinéma muet était un cinéma de gros plan. Les personnages qui ont triomphé dans le cinéma muet étaient des personnages doués d'une puissance hypnotique. Je crois que le plus fort, probablement, enfin un des plus forts, ça a été peut-être Greta Garbo. On allait voir Greta Garbo, pas du tout pour l'histoire. Les histoires qu'elle jouait étaient parfaitement stupides. Ça n'avait ni queue ni tête. Le jeu, au point de vue dramatique, était grotesque. Lorsqu'on leur envoie des vieux films de Greta Garbo, avec notre esprit actuel, qui est un esprit de spectateur de cinéma parlant, c'est-à-dire les spectateurs d'une forme d'art qui n'a rien à voir avec le muet. Mais nous rigolons, nous trouvons ça grotesque. Ou alors, c'est que nous sommes des mordus du cinéma, comme vous et moi, et que nous y allons avec un espèce d'esprit d'étude. Mais le public normal rigole. Le public normal a absolument tort. Parce qu'il oublie qu'il ne s'agit pas du tout d'une forme d'expression dramatique. Il s'agit d'hypnotisme. Et lorsque l'on acceptait le côté grotesque de cet extérieur
purement extérieur, parce que, au sens profond, ça n'était pas plus grotesque que ce que nous faisons maintenant. Vous savez, l'apparence, la réalité, le réalisme, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La vérité, c'est qu'un gros plan de Greta Garbo, ça consistait à s'imposer au public. Il y avait peut-être un sous-titre écrit dessous, il ne voulait rien dire du tout. Ça n'avait aucun sens. C'était même peut-être simplement le plaisir de voir des lettres sur l'écran. C'était peut-être même simplement un plaisir visuel, le sous-titre qui précédait le gros plan. Mais alors le gros plan arrivait, il y avait une musique appropriée et la salle était dans l'extase. On sentait brusquement qu'un pont invisible avait été lancé entre ce visage énorme sur l'écran et tous ces gens qui regardaient. Il se produisait même ce phénomène assez curieux qui existe chez de très grands bonshommes, qui existe aussi dans la vie. J'ai vu ça par exemple à Rome, à Saint-Pierre, pendant une allocution précédant la guerre, et enfin une allocution assez dramatique du pape précédent. Eh bien, sur cette place Saint-Pierre, chaque spectateur avait l'impression que le pape s'adressait à lui tout seul, et pas aux autres. Et on avait ça dans le cinéma muet, assez facilement, avec les grands animaux du cinéma muet. Je dis animaux exprès, parce qu'en réalité, c'était presque une force animale. Grandiose d'ailleurs, pour moi ça n'est pas du tout une critique, c'est au contraire un très grand compliment. La technique est contre l'art, c'est une chose absolument évidente. Mais il se trouve que cette technique, nous l'avons. Et il se trouve que les conditions commerciales du cinématographe, même si l'on est dans un pays non commercial, ne nous permettent pas de repousser cette technique. Il se trouve que le perfectionnement technique fait que cette technique n'est plus nécessaire aux gens qui sont à la base de la création. Il se trouve que nous allons revenir, par exemple, au Moyen-Âge, au moment où l'on en arrivait à l'aboutissement des techniques du bâtiment et du spectacle et du chant tels qu'on les connaissait. C'est-à-dire que l'artiste faisait tout. L'artiste appartenait à plusieurs métiers. Par exemple, la raison pour l'immense qualité de la sculpture grecque à l'époque de Mycène, comparée à la sculpture grecque au 5e siècle avant Jésus-Christ, où ils sont arrivés à la copie parfaite de la nature, et où c'est parfaitement ennuyeux, ça n'a aucune valeur, on ne les regarde pas. Tandis que les figures mal formées et à peine équarries de l'époque mycénienne, mais nous nous mettons à genoux devant, ça nous bouleverse d'émotion, parce que l'originalité consistait dans la forme et non pas dans le fond. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est une erreur de nos jours, de donner tant d'importance à l'histoire. Je trouve que nous, occidentaux, nous avons donné un coup, mais néfaste, à l'art en général, le jour où nous avons inventé l'idée de plagiat. Le plagiat devrait être recommandé. Les plagiats devraient être récompensés, décorés, n'est-ce pas? Tenez, je sais une façon de sauver le cinéma, elle est extrêmement simple. Ça consisterait à ce que les producteurs d'un pays comme Hollywood, par exemple, ou Paris, décident que telle année, on ne fera qu'un sujet. N'est-ce pas? Hollywood déciderait, par exemple, qu'on fait tel western. Et tous les metteurs en scène font le même western. Vous verriez l'originalité, vous verriez les différences de films. Au lieu de ça, on fait semblant d'avoir des différences par la différence dans l'histoire. Mais finalement, humainement, on en revient à une copie parfaite. Les gens racontent une histoire différente, mais avec les mêmes visages, les mêmes maquillages, les mêmes expressions de voix, les mêmes émotions. Mais c'est ça la monotonie. Alors, il faut ouvrir des fenêtres, et ces fenêtres vont dévoiler, vont faire dire aux gens, tiens, mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. En effet, n'est-ce pas, Cézanne ouvre une fenêtre sur des joueurs de cartes. Et puis les gens qui habitaient autour de ces joueurs de cartes dans la ville d'Aix-en-Provence disent, tiens, mais oui, ils disent, maintenant, il leur a fallu 50 ans pour le voir. Mais au bout de 50 ans, disent tout de même, c'est vrai, ces joueurs de cartes sont comme ça. J'avais jamais vu qu'il y avait des reflets de telle couleur dans la peau de ce joueur de cartes. Et cette révélation les ravit. Cette révélation tue notre ennemi, l'ennemi de notre époque qui est l'ennui.
voulez, le cinéma a été inventé par des millionnaires. Edison était millionnaire, Marais était millionnaire, tout compte fait, c'était des travailleurs, mais millionnaires. Méliès était un fils de millionnaire, sa femme avait 1 million de dot, donc c'est pas non plus un pauvre. Et le cinéma tel que nous le connaissons, c'est-à-dire cette grande épopée du cinéma qui a commencé, si vous voulez, à l'origine, et puis qui s'est terminée par les plus grands films, les plus grands chefs-d'œuvre, etc. C'est pas le cinéma de ces millionnaires. Malgré toute l'importance de Méliès et toute l'importance de Lumière, le cinéma est parti de zéro, c'est le cinéma des analphabètes, c'est le cinéma des pauvres, c'est le cinéma des pauvres types, des figurants, des chefs de figuration, de ce qu'on appelait les marchands de viande, des putains, de tout ce que vous pouvez imaginer, vous comprenez, des analphabètes. Ils sont partis du néant, et c'est à eux que nous devons le grand art cinématographique tel qu'il a existé. Parmi eux, il y avait évidemment des demi-analphabètes, c'est-à-dire, on peut dire que Pathé, c'est un demi-analphabète, puisqu'il avait tout de même été en classe. C'était un monsieur qui était ce qu'on appelle un boutiquier, si vous voulez, un petit... en fait, il n'avait même pas de boutique, c'était un montreur forain au débarrage. C'était un type qui allait acheter des pots de lapin, qui les revendait, puis ensuite ça a été un appareil d'Edison, de phonographe, qu'il montrait, puis ça a été le kinétoscope, et puis ça a été le cinéma. Un homme comme Pathé, il a édifié un édifice qui est tout simplement la préfiguration d'Hollywood. C'est lui qui a inventé l'exploitation, c'est lui qui a inventé la production, c'est lui qui a créé dans le monde entier des succursales de Pathé, dans le monde entier des studios Pathé qui ont déclenché des productions. Par conséquent, c'est lui qui a fait un système qui faisait qu'à la fois il produisait, il exploitait, il montrait, et en même temps il diffusait, et en même temps il vendait au monde entier, et en même temps il fabriquait la pellicule et les appareils. Donc c'est lui qui a monté tout le système sur lequel nous vivons, production, exploitation, distribution, tout. Évidemment, peut-être l'aurait-il pas fait si Méliès n'avait pas, entre 1895 et 1902, fait ce qu'il a fait. Mais le fait est là. Et probablement, il ne l'aurait peut-être pas inventé s'il n'avait pas eu la banque derrière lui. Et probablement aussi, il aurait périclité s'il n'y avait pas eu Paris derrière lui. Un Paris qui était autre chose. Et évidemment, la France, de cette époque-là, était un pays... il n'y avait pas d'abord d'impôt sur le revenu, alors les gens pouvaient dépenser sans honte et sans devenir avares en cachant ce qu'ils ont. Alors évidemment, au début, le pauvre homme, il est parti de zéro. Je parle même sur le plan matériel. Je monte ce décor, pas sur le plan de l'esprit, c'est un décor que je trouve sublime. Mais sur le plan matériel, il part comme ça. Et puis en 1902, Méliès fait une grande erreur, il chasse un banquier en croyant que c'est un escroc. Peut-être la même chose, mais enfin, il ne faut jamais renvoyer les banquiers. Et là-dessus, le banquier est allé chez Pathé, et vous comprenez ce que ça donne. Voilà, le premier Hollywood, c'était Paris. Et grâce à ces analphabètes, et vraiment, ils ont avancé pas, c'est fantastique. Si vous réfléchissez 2 minutes à ce décor, par exemple, et si vous pensez qu'en 1929, le cinéma français, c'était Buñuel, si vous croyez que Buñuel pouvait être accepté en 1929, s'il n'y avait pas eu Gans, Feuillade, Germaine Dulac et toutes ces choses-là, eh bien, c'est l'œuvre de ces analphabètes. Consiste l'apport du décorateur ou du art director dans un film? Écoutez, d'abord c'est un métier. L'art c'est une chose, on peut dire art c'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? Les choses cataloguées évidemment sont nettes,
comme la peinture, la sculpture, etc. Il y a des gens qui ont l'art de vivre, il y a des gens qui... Non. Dans ce métier qui est un métier très difficile parce que il consiste à faire ce qu'on appelle un entourage autour d'un acteur. Alors ça commence par une illustration, c'est une imagination visuelle sur laquelle on se met en accord avec le metteur en scène. Et une fois quand on a l'accord, et après le metteur on s'explique, on sort à gauche, on sort à droite, on fait tel et tel mouvement, évidemment, vous êtes obligé de concentrer autour de cet espace le maximum d'éléments qui le caractérisent, qui le sort de la vie quotidienne, qui peut être très amorphe quelquefois, et qui le concentre pendant cette durée sur le mac avec les éléments les plus caractéristiques. C'est ce que je pense qui est le plus important pour un décorateur. Quel joli théâtre. Quel beau métier. Oui, ce serait pas mal si on mangeait à ta faim. J'ai fini mes beaux-arts à Budapest. J'ai eu beaucoup d'ennuis parce qu'à l'époque, à Budapest, c'était un régime, si je peux dire, pro-fasciste. Ça veut dire que le fascisme n'existait pas encore, mais qui était le noyau du fascisme. Et à un moment donné, on a dit qu'il faut que je parte. J'avais un professeur que j'aimais beaucoup, un peintre, qui était assez bien vu par les gens officiels, mais en même temps, les gens officiels nous ont considéré que nous sommes des artistes révolutionnaires et des peintres d'avant-garde. En fin de compte, on appelait ça, à l'époque, de l'art destructif, qui est devenu une sorte de vocabulaire après du nazisme. L'art décadent. L'art décadent. L'art décadent, si vous voulez. J'avais un atelier, j'habitais avec un ami, un sculpteur, on avait un atelier à Montrouge, rue Perrier, et il y avait d'autres gens qui habitaient dans la maison, c'était des gens pauvres. La plupart faisaient des dessins pour des projets de tissus pour les usines de Lyon, pour la soierie. Des Russes qui habitaient tout autour, alors chacun travaillait, ils vendaient leurs dessins à Lyon. Et un jour, il y a un garçon qui vient et qui dit, on cherche un dessinateur pour un studio de cinéma, pour aller à Épinay. Alors, nous, on se regardait parce que généralement, c'est le plus pauvre qui devait prendre le travail, celui qui en avait plus besoin. Et c'était mon copain, le sculpteur, qui s'appelle, d'ailleurs, Frédéric Liefman, qui est un garçon très gentil. Il a dit, c'est très beau, mais je ne connais pas la perspective. Il paraît qu'il faut connaître la perspective géométrique. Alors, je lui ai dit, écoute, je t'apprendrai dans la nuit, c'est enfantin. On a travaillé toute la nuit. Le matin, le garçon sort, il va, soi-disant, aller à Épinay, et au bout d'une demi-heure, il revient, il me dit, j'y vais plus à Épinay parce que je suis sorti, il y a l'usine Dregger qui est à côté. On cherche un héliorétoucheur, j'ai fait un essai. On m'a pris, alors je ne suis pas fou, aller à l'autre côté de la ville. Alors il m'a demandé que j'aille l'excuser, parce que quand même il a promis. Alors moi je suis monté à Épinay, j'ai rencontré Lazare Merson. Et après j'ai parlé avec Merson, je lui ai dit, écoutez, je ne veux pas faire ce métier, je suis peintre, mais je veux bien vous dépanner. Alors Lazare a dit, bon, on fait un essai, etc. On a fait l'essai était concluant, et à ce moment, évidemment, je me suis mis, si vous voulez, un peu la corde autour de mon cou, parce que il était sympathique, il était charmant. Je suis rentré sur le plateau et j'ai vu la scène qui m'a le plus étonné. Il y a Duvier qui commence à gueuler, et je vois Lazare qui se met en transe, il commence à l'insulter. Et Lazare a enlevé son chapeau et commençait à le piétiner. Et tous les techniciens étaient autour. À cette époque, c'était l'habitude de travailler dans l'énervement. Tout ça, c'était les grandes crises, des hurlements, qui avaient un côté forain, qui me plaisait assez d'ailleurs, mais je trouvais ça très bizarre.
Alors je disais, je ne travaillerai jamais plus avec cet individu qui s'appelle Duvivier, que j'ai tenu d'ailleurs jusqu'à la fin, parce que j'avais des propositions très importantes de Cordat, et je l'ai refusé parce que c'était lui. En effet, c'est un souvenir qui m'est resté dans la tête. En tant que peintre, moi je vois une maquette d'une scène, et je vois une toile. Quand vous voyez le film photographié, ça devient réel. Là, il y a toute l'imagination. Moi, il faut partir de quelque part. Vous savez, moi, comme je vous ai dit, j'étais peintre. D'ailleurs, les décorateurs sont formés. Ou c'est des peintres qui viennent à la décoration, ou des architectes qui deviennent décorateurs du cinéma, au point de formation. On ne peut pas dire quels sont les meilleurs, quels sont les moins bien, parce que mais dans les traditions, généralement, c'est les peintres qui étaient les gens plus importants. Merson était un peintre à l'origine. Même Andreev était un peintre, Vincent Cordat était un peintre, qui ont acquis le métier d'architecte pour se servir, comme on apprend à servir un appareil. Alors, c'est la vision qui compte. Et la première vision, quand même, c'est une vision picturale. C'est la seule façon que moi je puisse m'exprimer. J'ai pas d'autre moyen. Mais vous n'êtes pas déçu quand vous le voyez après avec acteurs... nous connaissons très bien, vous comprenez, c'est pas des tableaux qu'on veut d'un film. Qu'est-ce que c'est que ça, une esquisse comme ça? C'est pour donner une image, une impression, si vous voulez. On essaie de donner une toute petite influence physique, mais on ne demande pas une reproduction exacte de ce qu'on a dessiné. Non, bien sûr. Je pense que chaque sujet proposé évolue dans la tête des gens au point de vue illustratif, même au point de vue photographique, qui commence à être de plus en plus concret, parce que c'est une collaboration dans laquelle il dit pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça. Mais petit à petit, il faut le dessiner, il faut l'amener, il faut le composer. Et petit à petit, ça se forme jusqu'au moment que la prise de vue est faite. Ce qui est intéressant aussi, c'est la part du réel. Je veux dire, avec Carnet, par exemple, on peut retrouver dans Paris des immeubles qui ont servi de base à votre travail. Ah, mais vous savez, nous, on était un grand connaisseur. Moi, je pense que je suis un grand connaisseur de Paris. Parce qu'on regardait Paris comme un ethnographe regarde un corps. On connaissait les rues. Je sais que dans la rue où j'habite aujourd'hui, rue du Bac, n'est pas pareil que la rue de Varennes. Il y a une grande différence. Chaque rue a son caractère, qui est lié à des faunes qui y habitent. Pour que quelqu'un habite rue de Grenelle et pour qu'il n'habite pas ailleurs. Ça veut dire que la rue forme les individus forment les rues et leur entournage. Madame Lécuyer, s'il vous plaît. Deuxième offre. À ce prix-là, il s'embête pas, le père Sénéchal. Allez, faites pas la difficile. C'est du bois de fauteuil, du Louis XVI, authentique. Comme si c'était pas assez sucré pendant l'occupation. La rue a changé de jour en jour. Il y a une variation formidable. Et chaque rue change. Moi, quand je reviens dans mon quartier ou dans les quartiers anciens, moi je regarde qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui a changé. Parce que, au fond, le temps de travail, est-ce qu'il améliore ou qu'il le détériore, la ville? Certaines parties, surtout les quartiers populaires, ont supporté mieux, ou les quartiers de grande qualité, comme le 7e ou le 6e, le 5e, est resté parce qu'il y a des monuments assez anciens, c'était pas soumis au commerce immédiat. Les quartiers populaires, de quoi on parle maintenant, ça veut dire le canal Saint-Martin, canal de Lourdes, il est à peu près pareil encore. Donc ce décor ici n'a pas changé tellement depuis les années 30. Les arbres sont devenus plus grands. Il y a certains endroits où on a monté des immeubles modernes, mais
le caractère du quartier n'a pas tellement changé. Je regarde, vous savez, au long du canal Saint-Martin, c'était une sorte de jardin de certains quartiers de gens, des gens âgés qui pêchaient dans le canal ou qui longeaient ou qui prenaient leurs vacances. Il y a moins de pêcheurs. Alors, Là en bas? Alors, il reste un peu moins en bas. Mais cet immeuble là en haut, Ça existait. Ça existait. Oui. Moi, j'ai longtemps cru que c'était l'immeuble du Jour Solaire. Ça pourrait être, c'était pas ça. Je connaissais cet immeuble, mais c'est pas ça qui m'a frappé. Qui m'a frappé le côté solitaire, planté dans son environnement. Mais c'est pas celui-là qui m'intriguait. C'est une autre maison qui est pas loin des portes de Lila, par sa formation. Mais ça aura pu être aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est typique quand même de... Oui, ça fait des années de 1920 qui sont restés, qui étaient des, si vous voulez, des espèces de HLM améliorés de l'époque. Bon, peut-être qu'on va se rapprocher du canal, hein? En fin de compte, ici, les bateaux n'ont même pas changé. Sur plus bas, les bateaux sont différents déjà. Ils ont leur petit moteur où ils sont traînés par les halages. Maintenant, tous les autres, les grands péniches sont tous poussés au derrière. C'est poussé au-dessus, c'est différent. Il y a toujours les écluses. Les écluses, évidemment, parce qu'il y a une dénivellation d'eau. Moi, j'ai vu là-bas 2 péniches. Il y a une péniche qui a été rachetée par des gens comme ça, une péniche qui est maintenant affectée à des expositions de peinture, et une autre qui a été transformée en théâtre. Et ils sont partis, je crois, il y a 2-3 jours pour aller jusqu'à Avignon. Oui, c'est amusant. Il y a des projets, non, mais c'est amusant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de péniches à vendre quand même. Mais reconstruire ce décor, quand vous l'avez dû le recréer, le canal, vous n'aviez pas eu besoin de construire tout ça quand même en studio. Non, mais vous savez, c'est quand même... si vous appelez la reconstruction du canal, quand même, c'était dirigé sur une écluse qui est à côté de l'hôtel du Nord et le pont au-dessus de l'écluse. Alors, c'est le pont au-dessus de l'écluse, ça faisait rappeler, on l'appelait ça le Venise de Paris dans le temps, à cause de ces ponts. Et nous, ça nous intéressait qu'on traversait le pont, toujours, ça veut dire la vision des gens qui traversent le pont par rapport à la vision de l'hôtel qui est au fond. C'est le même décor. D'habiter là.
Qui habitait là? David, qui était l'auteur du roman. Du bouquin, du roman, des nouvelles. Et c'était l'hôtel de ses parents. Et l'intérieur, le bas de l'intérieur, là, en bas, c'était la même chose? Non, pas tout à fait. Il y avait l'escalier comme ça, raide? Oui, oui, non, mais ça va, mais l'escalier montait du bar. Et ici, l'escalier monte à côté. Voilà. La façade a été refaite? Pas tellement. Non? Pas tellement. Mais bon, ça a été peint. C'est de l'orange au lieu de du vert. Voilà le fameux pont, là. Dernièrement, quand j'étais, c'était un hôtel arabe. Et à l'époque, c'était un hôtel ouvrier, populaire. Ouvrier populaire. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Ou bien, je m'y suis habituée. Sur la passerelle? Mais atmosphère, c'était là? Oui, en bas, je crois, d'ailleurs. Non, sur la passerelle. Ah, dessus. Non, ou en bas, je sais pas. Je me rappelle plus. Non, c'était à l'écluse en bas, il partait à l'écluse. Le carnier à part est plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors rien, j'en ai assez. Tu sais dit, je m'asphyxie. C'est un bel endroit quand même. C'est extraordinaire. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi? Bon, ça c'est Célac, quoi. Sur Célac, et on voyait l'hôtel. Ça veut dire que quand vous débutez le bateau, vous voyez l'hôtel, évidemment, les différences de niveau étaient différentes. L'auteur de chute d'eau était plus bas. Et nous, on était un tout petit peu plus bas. Ça veut dire le côté visuel du pont par rapport à l'hôtel était réduit par rapport à nos besoins. Ça veut dire, on le voyait. Oui, on voyait l'hôtel, bon, atmosphère. C'était en dessous. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. L'hôtel du Nord, c'est autre chose, parce que c'est un endroit nettement défini. L'hôtel du Nord existait. La famille David, qui était l'écrivain, étaient les propriétaires de l'hôtel du Nord. David a passé son enfance à l'hôtel du Nord. Alors c'est une chose spéciale, ça veut dire qu'on est venu le plus près de la réalité. Et si on avait eu des moyens de tournage comme aujourd'hui au point de vue lumière, si on aura pu couper la circulation, ça veut dire faire le déroulement du film dans un temps normal, il n'y avait aucune raison que nous ne tournions pas à l'hôtel du Nord même. Et notre grand problème, c'était qu'on ne pouvait pas couper la circulation. C'est un endroit qui était impossible à isoler. Et comme on y tenait par rapport au canal et tout ça, on est venu à l'idée de construire le décor. Mais j'ai l'impression qu'ici, oui, que par exemple ça existe. C'est pas un bout de rue. Ça veut dire, je vous dirais qu'est-ce qui existe là-dessus. L'hôtel du Nord est exact, mais ce qui est à côté est faussé, pour la simple raison qu'on a lié le fond du décor existant de Billancourt, n'est-ce pas? On l'a lié avec le décor. Ça veut dire que c'est le vrai décor de Billancourt qui était sur le terrain de Billancourt, fondé dans le fond avec le décor qui était au premier plan. Ah oui, vous avez parlé de tout existant. Mais enfin, ce que je trouve très caractéristique chez vous, enfin, pour montrer comment vous saisissez quelque chose vraiment de typiquement parisien, je trouve que ça
les découpes des immeubles, un peu en biseau comme ça. Ça, c'est très parisien, les immeubles. Ça veut dire, Paris, autant que je connaisse avec un seul film qui était monté par les Français, c'est la seule ville qui n'est pas construite. Le planning de la ville n'est pas fait en carré. Ça veut dire les rues qui se croisent ne sont pas à 90 degrés. Paris est toujours construit d'un angle, ça veut dire le centre c'est la cité et les boulevards font les circulaires qui sont autour et ça coupe sur un rayon sur la cité. Et cette formation triangulaire a amené un caractère très spécial de la formation des maisons. Quelquefois vous avez des maisons qui sont à lame de couteau. Absolument. Vous demandez même comment les chambres peuvent être, ça veut dire les chambres peuvent avoir même pas 1,50 m de largeur, même comment est-ce qu'on peut passer un lit à l'intérieur. Oui. Alors ça m'a beaucoup frappé toujours en passant à Paris. En plus, ça nous a donné quand même un jeu si vous voulez, un jeu abstrait géométrique au point de composition qui était plus intéressant que les villes qui sont construites en façon carrée comme les villes modernes. La photographie, c'est de la réalité. Ça veut dire, quand vous faites des déformations de la photographie, et quand on trafique une image, ça démontre une mode. Il y a des moments quand la photo devient floue et ondulant, il y a d'autres moments quand ça devient très précis, mais l'objectif, c'est un instrument inhumain. L'objectif photographique des choses que vous ne voyez pas avec l'œil. Vous faites un bout d'essai avec une femme qui a l'air ravissante, et vous faites, brusquement, vous le photographiez, et vous découvrez le contraire, ou quelquefois vous avez un être qui ne représente rien, ce qui est plutôt laidron, etc., et qui ont des expressions extraordinaires. Et est-ce que, avant de construire un décor, je reviens par exemple au jour se lève, est-ce que vous cherchez un petit peu dans la ville, dans Paris, que vous connaissez bien? Ah oui, évidemment. Est-ce que vous prenez des photos? Ah oui. Est-ce que vous avez des photos de repérage de jour se lève? Je dois en avoir, je ne me rappelle pas où, mais sûrement dans mes choses, j'en ai. Le jour se lève, on a fait beaucoup de photos. La maison qui m'intriguait à cette époque, c'était à côté des portes de Lillage. L'intéressant pour moi, c'était le mur avec la publicité qui était dessus. J'ai pris Dubonnet pour la simple raison qu'on avait un arrangement avec Dubonnet publicitaire en même temps à l'époque pour le film. Ouais. Alors ça m'a rapporté un peu d'argent parce que à l'époque de Jour se lève, on était tous les jours en conflit avec le producteur, évidemment, qui essayait tous les jours de couper un étage pour économiser l'argent. Et petit à petit, on commençait à former le décor. Alors, tous les jours, c'était une discussion. Alors moi, je disais, écoutez, décidez-vous, moi je l'exécute. Alors le producteur a dit, je vais me tuer. Si vous baissez pas un étage, je vais me suicider. Et là-dessus, nous, on a dit, très simplement, il y avait un meeting, on était ça veut dire, il y avait Prévert, etc. Il a dit, vous voulez vous suicider? Nous, on n'a jamais vu un producteur qui s'est suicidé. On a vu des acteurs qui s'est tués. On a vu des gens qui commettaient un suicide pour différentes raisons. Mais on n'a jamais vu un producteur qui s'est suicidé. On a vu des producteurs qui se ruinaient, on a vu des producteurs qui étaient riches, mais suicidés, ça on n'a pas vu. Évidemment, il n'y avait pas de suicide, mais c'était un chantage. Jusqu'au dernier, quand même, on est arrivé à finir le décor. On a eu beaucoup de difficultés, on est arrivé, c'était un jeu d'usure, minute à minute, comme ça, et petit à petit, le décor existait. Et Carnet vous a aidé dans cette lutte? Oui, oui.
Il nous a toujours aidés parce qu'Arné a très bien compris l'intérêt de ça. Ça veut dire qu'on n'a pas fait pour notre amusement, on n'a pas fait parce qu'on voulait faire plus grand que les autres. On a vu penser parce que c'est la seule façon d'amener un film. Le problème, c'était ça. Il y a un homme qui est un ouvrier en conflit, est très haut et la foule est en bas. C'était l'idée d'origine. Un homme là-haut, la foule en bas. Ça, c'est la situation. L'ouvrier en haut. L'ouvrier en haut, dans parce qu'il est un homme. Dans l'espace, la foule. Et qui communique. Parce que la police est entre les deux. Qui est en train. Ça, c'était l'idée de base. Et de qui est venu ça? Comment c'est l'idée de base de Prévert et de Viau, qui étaient collaborateurs, c'était le problème. Alors, le rapport de cet homme, on disait, bon, il peut être au premier étage, deuxième étage, à un balcon, à une fenêtre, comme ça. Petit à petit, vous le éliminez. Et on dit, il est dans une fenêtre là-haut, mais il est tout seul. Ça veut dire, on le voit dans le ciel, la maison. Il n'y a pas de maison à côté. Les autres maisons sont plus petites, parce qu'à cette époque, pour nous, ça représentait le HLM de l'époque. C'est ça. N'est-ce pas? C'était bon marché, on construisait haut, et bon marché, et une façon, comment on dit ça, pas coûteux, cheap. Ça, c'était le départ. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou? Il a sauté par la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe? Il est à sa fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Je peux pas me mettre curieuse, moi? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Ah! Un assassin, c'est intéressant, un assassin. Je suis un assassin. Mais oui, je suis un assassin. Mais les assassins, ça court les rues. Il y en a partout. Partout, tout le monde tue. Le corps le plus difficile pour moi, c'était pas la place, c'était la chambre. Une chambre d'hôtel est plus difficile à faire pour un décorateur parce qu'il n'a pas des éléments avec quoi il peut jouer. Vous êtes réduit aux plus simples expressions. Il n'y a rien plus difficile à faire comme la cellule d'un moine. Ah oui. Oui, parce que il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, la chambre d'hôtel de Gabin, évidemment, il avait un élément, qu'il était légèrement mansardé parce que il était autour. Et chaque objet, d'ailleurs, pas seulement dans ce film, mais chaque objet est regardé, il doit donner une idée de l'environnement de l'homme, de comment est-ce qu'il vit, quels sont les objets qu'il ramène chez lui, quels sont les souvenirs, quels sont ses vêtements, comment est son armoire, qui doit être ou dans les choses standards, mais comment est-ce qu'il le personnalise petit à petit, ou le dépersonnalise. Qui est un objet très important, c'était le petit ours. C'était le petit ours de la fille. D'ailleurs, quand Gabin meurt, il est en avant-plan. En avant-plan. Son chapeau, le petit rideau. Moi, je considère, par exemple, qu'un scénario d'un film, c'est comme une horlogerie, où le temps compte, l'intensité compte, chaque rouage doit rentrer l'un dans l'autre. C'est très difficile dans un bon scénario couper une séquence. Et puis il y a aussi le fait que la durée de perception d'un plan
doit influencer le nombre d'objets qu'il y a dedans. Parce que finalement, un plan de 5 secondes, on n'a pas le temps de le déchiffrer comme un plan qui durerait par exemple 30 secondes. Ah oui, mais il y a des souvenirs subconscients. Vous savez, il y a des images qui restent dans l'œil, comme on dit, ou dans le mémoire. Il y a d'autres images qui ne restent pas dans le mémoire. Vous comprenez? On parle des mémoires des films, mais on sait très bien qu'une image comme l'escalier dans le Potemkin, vous comprenez, devient quelque chose qui a frappé les gens et qui reste. Et quand même, quand on parle de Potemkin, c'est l'escalier d'Odessa à quoi on pense d'abord, pas au cuirassé. Ah oui, oui. Oh, surtout à l'escalier. L'escalier. Alors, c'est pareil, c'est des choses magiques, c'est des choses magiques, comme on a parlé de ce que j'appelle magique, qui ne sont pas des magiques dans le sens superstitieux. Le cinéma est vu par l'objectif. C'est la précision de l'objectif et du son qui donnent en réalité son qualité. Les styles photographiques changent. Par exemple, un film d'avant-guerre a un style différent que maintenant, simplement parce que la technique photographique a changé. Exactement, dans ces mémoires, qui est très très important, que essaye de trouver quelque chose qui est à côté des gens, aussi bien comme son lieu quand on a parlé qu'il est haut et la foule est en bas. Qu'est-ce qui est autour de lui? Quelles sont les choses qui le frappent le plus? Quelles sont les choses le moins important? Et je me rappelle, la seule chose que j'ai appris en réalité quand on a parlé de Merson, quand on disait qu'une boîte d'allumettes est plus difficile à placer qu'un grand décor, quelquefois. C'est la maquette des enfants du paradis que... Est-ce que ça c'est la vôtre ou celle qu'on a recopiée de la vôtre? Il me semblait qu'on nous a dit que vous faisiez les maquettes, mais aussitôt que Vakievitch ou Thierry recevaient, ils recopiaient pour que ça ait l'autre patte. Non. Ça c'est la mienne, et je l'ai l'original qui est plus grand que cela, qui est très grande, qui est chez ma première femme. Donc Barsac travaillait directement là-dessus. Barsac n'a jamais recopié. Barsac, moi, j'ai eu un bon temps. Mais quand vous avez créé les décors, les maquettes pour les 2 films qui ont été tournés sous l'occupation par Carnet et écrits par Prévert, Visiteurs du soir et Les enfants du paradis, là, c'est une création totale. Vous ne recréez pas un monde de la rue. Si, quand même. Vous savez, Les enfants du paradis... vous savez, la création, au fond, personne n'invente rien. Je ne crois pas dans la création. On n'est pas des dieux, le Père. On est des bons sujets, quelquefois on est des très bons médiums, et quelquefois on est un médium actif là-dedans. À un moment donné, quand vous avez un sujet, on commence à parler d'un sujet, comme on a commencé à parler des enfants du paradis, qui est parti d'une idée de Jean-Louis Barrault, qui voulait jouer 2 bureaux, qui voulait jouer un mime. Il commençait à parler de mime on est arrivé au boulevard du crime, au personnage de Lassner, et Lassner commençait à fasciner Prévert. C'est son principal personnage. D'ailleurs, quand Brasseur a joué le rôle, il disait « Tu m'as donné le mauvais rôle, j'aurais bien aimé jouer Lassner. » La vérité est ici. Entrez, venez la voir. Et quand vous l'aurez vue, vous y penserez le jour. Vous en rêverez la nuit. Alors j'ai dessiné une maquette. La maquette était quand même, j'avais un document des boulevards du crime. Je savais par les descriptions que dans les bouquins écrits par de bureaux ou des bouquins d'époque
ce boulevard jouait un très grand rôle. Il jouait le rôle de ce que le cinéma font aujourd'hui. Les gens allaient boulevard du crime comme au cinéma pour voir. C'est pour ça qu'on appelait boulevard du crime, parce qu'il y avait toujours beaucoup d'assassinats dans les théâtres. Et comme il y avait beaucoup de sang, ça veut dire faux sang qui coulait, n'est-ce pas? C'est ça que le nom vient. C'est pour ça que le nom vient. Exactement, les enfants du paradis, c'est pas les enfants qui sont dans le paradis, mais c'est le paradis, c'est le dernier balcon dans un théâtre. C'est pour ça que même quand on a traduit les films, au point du titre, en anglais on dit Children of Paradise, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ce décor, puisqu'on est sur les enfants du paradis, sous l'occupation, vous étiez juif, donc vous ne pouviez pas travailler ouvertement. Vous étiez, je présume, caché quelque part, où vous viviez en clandestinité. Ça semble être sur le plateau. Non, ça, écoutez, ça c'est encore une chose un peu spéciale. Ça veut dire, quand on a quitté Paris, on se retrouvait sur la Côte d'Azur. Moi, j'étais dans le centre de la France, j'étais pas loin de Vichy, et je ne veux pas m'étaler longtemps, parce qu'il y a énormément d'anecdotes qu'on peut raconter. Vous comprenez comment est-ce qu'on est arrivé, pourquoi on est arrivé, comment est-ce que Henri Langlois m'a retrouvé, comment est-ce qu'il a déposé mes valises à l'hôtel du Parc, qui était le gouvernement. Bon, tout ça, c'est une chose compliquée, mais on se retrouvait dans le Midi où le cinéma français essayait de se réformer. J'ai vécu à Tourette-sur-Loup, mais Prévert a vécu à Tourette-sur-Loup, n'est-ce pas? Les maîtres s'est montés à Tourette-sur-Loup, on était sous faux nom. On avait des fausses identités, qui étaient, moi, ça m'était donné par la préfecture de Nice. Sous ces fausses identités, nous on était planqués. Le danger c'était que quelques amis reconnaissent des choses à Paris et qu'ils disent « Ah oui, on sait que vous êtes là ». On a travaillé sur un sujet avec une actrice, un vieux producteur qui avait un vieux contrat. Elle voulait tout faire et elle a dit « Si vous n'êtes pas d'accord, je vous dénonce ». Effectivement, elle nous a dénoncés. Et heureusement, cette dénonciation est arrivée à Ploquin, qui était le chef de cinéma à cette époque, et Ploquin nous a envoyé un petit mot, très gentil, écoutez, je sais que vous êtes là, jusqu'ici je peux bloquer ces choses, mais je ne sais pas quand ce que ça passe outre, faites attention. Et j'ai toujours été reconnaissant à Ploquin pour ça, parce que c'était assez formidable. On faisait des dessins, et j'avais des amis décorateurs qui ont pris la signature du film. C'est-à-dire, Les Enfants du Paradis était fait avec un ami que j'ai beaucoup aimé et qui s'appelait Léon Barsac. Et avec Léon Barsac, j'ai eu toujours une parfaite entente sur tous les domaines. Et jusqu'à sa mort, vous comprenez, on a gardé une bonne relation. Il n'y avait pas une frustration extraordinaire de ne pas pouvoir contrôler. Écoutez, il y a d'autres choses qui jouaient, vous comprenez. Tous les jours, on pouvait attendre qu'il y ait un Citroën noir qui monte quelque part et une dénonciation. En plus, chaque clou était acheté au marché noir. Et on montait les décors les plus importants de France. Évidemment, c'était l'argent d'inflation. C'est tout ce qu'ils pouvaient essayer, qu'ils préféraient dépenser n'importe quelle somme pour vous avoir un film à distribuer après, n'est-ce pas? Que le papier perde sa valeur, c'était une histoire très compliquée. Et les gens comme Paul V, qui était le producteur, sont comportés toujours très correctement. Et le cas était le même évidemment pour Cosma, qui faisait la musique. Oui, le cas était pareil pour moi. Moi, on a vécu ensemble. Et on a vécu grâce à ça, parce que autrement, on n'aurait pas commencé. On aurait été, évidemment, il y avait des choses les plus élémentaires qu'il fallait. Et nous, on a vécu grâce d'ailleurs, surtout à cause de Jacques Prévert, qu'on avait une communauté dans laquelle on pouvait être même. Il fallait qu'avec mes amis, qui sont des décorateurs qui exécutaient, ils nous ont donné un tout petit peu d'argent, etc. Le seul qui a oublié de donner un peu d'argent, c'est la Maison Pâté, parce qu'ils n'ont pas demandé après la guerre, qu'est-ce qu'on vous doit pour le travail que vous avez fait.
seul! Tout seul, vous entendez? L'année du Front Populaire, 40 ans, à cette époque, printemps, il y a 40 ans aujourd'hui, vous veniez de construire le décor de l'Hôtel du Nord, et ça a été tourné, il me semble, avril-mai. C'est possible, mais je sais qu'on a occupé les studios avec les ouvriers. Il y avait une occupation de studio qui était gentille, ça veut dire qu'il y avait un côté fête champêtre dans le studio. Nous continuerons à explorer l'univers de Troner et sa carrière à Hollywood la semaine prochaine. Je ne veux pas expliquer comment il faut que les gens regardent un... Donc, si vous voulez, situons la Talente dans son temps. Son temps, c'est un des temps les plus noirs de la France, parce qu'en 1934, nous sommes vraiment en pleine crise en France. Une crise relative, mais quand même une pleine crise. Bon. D'autre part, le cinéma français pêche à cette époque-là d'un mal majeur. C'est qu'il est sous le diktat de deux compagnies qui s'appellent Pathé et Gaumont, qui sont plus du tout au courant de ce qui est, de l'évolution des arts, des lettres, de la société, et qui s'accrochent comme ça à leur monde. Si vous voulez, je vous prends un exemple, je crois que je trouve ça beaucoup plus sain que ce qui se passe en France actuellement. J'ai vu un film sur Lumière, un documentaire, une actualité, où on voyait Lumière arriver en 34, justement, en 35, en Hollande, et j'ai été frappé justement d'une chose qui était évidente. Tous les gens du cinéma français, les gens importants, les gens de ce que Renoir appelle l'industrie régulière, étaient des gens âgés. C'était des gens qui avaient eu un moment, un monsieur comme Delac avait tout de même produit La souriante Madame de Bedet de Germaine Dulac, ou des films d'art qui étaient importants, mais en 1934, c'était un homme âgé, il représentait le passé. Tous les grands, Gaumont, c'était le passé. Je parle de Léon Gaumont. Tous les grands, c'était le passé. Tous les gens qui avaient l'argent. Et puis il y avait ceux qui n'avaient pas d'argent, comme Vigo, comme Renoir, qui représentaient le futur, mais qui étaient là comme des avortons qui essayaient on les traitait un peu comme ça. Bon. Par conséquent, Vigo a été victime de cette période. L'année 34, vous n'avez pas idée de ce que c'est. L'année 34, c'est l'échec de René Clair qui essaye de se renouveler, il va le faire plus tard, et dans sa première tentative, il échoue. Il est chez Pathé Nathan, il n'est plus chez Alatobis par conséquent, bien qu'il ait toutes les libertés, il est quand même contraint, à mon avis. Il y a quelque chose, il ne retrouve plus l'équipe totale qu'il avait de la production au studio d'Épinay. Bon, c'est l'échec total, c'est la fin de Pabst. Pabst vient d'émigrer, et il est en France et il n'arrive plus à retrouver
si vous voulez, ses assises qu'il avait en Allemagne, il tourne Don Quichotte, c'est la catastrophe. Bon. C'est l'échec de Fritz Lang, l'Ilium est tourné, montré aux Marignans, sous les sifflets, on coupe toute la fin du film, et le film est amputé d'un tiers. Bon, 34, c'est pour Jean Renoir, Madame Bovary, 1500 mètres de coupé. Un film qui maintenant est tellement chaotique que malgré toutes ses qualités, on voit très bien ce qui y manque, mais c'est vraiment la seule œuvre de Renoir qu'on a du mal à récréer, à se rendre compte vraiment de sa valeur. Et 34, c'est la même chose, si vous voulez, nous allons y arriver, c'est La Talente. La Talente est terminée, Vigo est mourant, et il est trahi. Il est trahi parce qu'il travaille pour Gaumont, c'est les pleines époques où Gaumont est entre les mains des polytechniciens, c'est-à-dire des gens qui font du managing et qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien au cinéma parce que ce sont des analphabètes. Et je dis bien pourquoi, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, je souligne tous ces traits, le managing, etc., etc. Et tout d'un coup, ça heurte, c'est un film trop neuf, c'est trop, si vous voulez, proche du meilleur de la littérature, de la poésie, de la France. C'est des gens qui sont encore à Paul Bourget, et encore, je leur fais beaucoup d'honneur en parlant de Paul Bourget, et par conséquent, ces gens-là ne comprennent rien. Ce sont tous des gens qui sont infatués d'eux-mêmes, qui s'occupent de virgules, ce sont des intellectuels dans le sens le plus négatif du terme, ce sont des gens qui dissèquent, ce sont des gens qui sont là, c'est des répétiteurs. Et alors, en plus, ce truc incroyable de ces gens qui prétendent connaître le public, de ces distributeurs, de ces gens, de ces dactylos qui sont le public, ou de ces... On va chercher sa bonne et on nous montre un film, etc. Enfin, tout ce système que vous connaissez. Et Vigo est victime. Moi, j'ai vu l'autre jour une personne, c'est très curieux, qui n'avait jamais vu La Talente. Il n'avait vu que Le Chaland qui passe. Et elle me disait, je ne comprends pas le bruit que fait ce film, avec cette espèce de mélange de choses extrêmement modernes, de choses extrêmement aiguës, et de l'autre côté, une espèce de mièvrerie, de sentimentalisme, c'était le fameux Chaland qui passe. Et par conséquent, le film sort, c'est un échec total, parce qu'en plus, il ne sort pas n'importe où, il sort à la salle du Colisée, nous allons y revenir une autre fois, vous verrez le rôle de la salle du Colisée. La salle du Colisée était la seule salle de cinéma des Champs-Élysées en 20, quand les Champs-Élysées étaient encore les Champs-Élysées de Marcel Proust, c'est-à-dire une salle où les gens bien allaient avec leurs enfants, parce qu'on y passait des documentaires. C'est tout. Alors il y a une tradition des salles qui joue, et la tradition du Colisée, c'est que dès qu'on y montre une chose neuve ou extraordinaire, c'est des coups de sifflet. Et à partir du moment où ces coups de sifflet interviennent, c'est la catastrophe totale, parce qu'on recoupe encore, et c'est la fin. Or, Vigo a été victime de cette conspiration. Pendant des années. Et cette conspiration, qui n'est pas une conspiration d'hommes, qui est une conspiration de circonstances. Or, pourquoi j'ai souligné les polytechniciens, les managing? Parce que figurez-vous que la résurrection de La Talente, c'est-à-dire la restitution de La Talente dans sa version intégrale, a été faite par l'ancien directeur de distribution de Gaumont qui s'appelait M. Beauvais, qui lui était un homme professionnel, ce qui montre bien que si lui a coupé La Talente, c'est parce qu'on l'y contraignait. Puisque lui, à la Libération, il n'a plus qu'une idée, c'est de reconstituer La Talente dans sa pureté, dans sa beauté, ce qui est arrivé. Et ceci dit, je vais vous raconter une chose différente encore, parce que ça montre bien ce que c'est que Vigo, et ce que c'est qu'un véritable artiste. Nous avons eu les rushs de La Talente, c'est-à-dire 5 à 6 000 mètres de rush. À la Libération, je les ai tirés, quand j'ai eu la possibilité d'avoir des bons tirages, des bonnes matières. J'ai découvert des choses superbes. Mais tellement superbes que Vigo les avait retirées, parce que ce qu'il cherchait, c'est la simplicité totale. Il y a des scènes... Alors j'ai une version, si vous voulez, que j'ai faite, j'ai inséré ces scènes par curiosité pour voir ce que ça donnait. C'est superbe. Alors là, vraiment, les gens disent « Ah !» Vous savez, c'est le genre qui tout le monde dit « Ah !»
Mais c'est pas ce que voulait Vigo. Vigo, ce qu'il voulait, c'était justement cette simplicité, cette pureté totale, une ligne absolument la plus simple. Le grand art, c'est celui qui est le plus simple. Donc il a éliminé toutes ces scènes. Langlois, 8e. Vigo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vigo, c'est un être absolument extraordinaire. Sur le plan du cinéma, il a réussi un miracle. Un miracle que personne jusqu'à présent n'a pu répéter. Et à mon avis, c'est parce qu'il est mort après l'avoir réalisé. Et incapable, par conséquent, on ne pouvait pas le prolonger, par conséquent, on ne pouvait pas l'analyser, on ne pouvait pas savoir comment il avait fait. Quel est ce miracle? Au début, si vous voulez, vous avez un élément, c'est l'image. L'image, on peut le comparer, si vous voulez, à un diamant. Alors, le diamant brut, c'est la pierre d'une beauté extraordinaire, c'est lumière. Puis les gens apprennent à polir le diamant. Puis arrive Griffith et il taille le diamant. Mais il y a une unité totale dans ce processus, parce que c'est un élément. Le parlant, c'est deux éléments. Le son, c'est l'image. Alors à ce moment-là, c'est autre chose, ça rentre dans un autre domaine. Si vous voulez, sur le plan de l'absolu, c'est de l'alchimie. Sur le plan de la matière simple, facile à comprendre, c'est de la céramique. Vous avez la terre glaise, vous avez la couleur, vous mettez tout, vous le mettez dans un four, et ça devient une céramique, ça devient un autre élément unitaire. Le drame du cinéma, c'est que très très peu de gens ont réussi à faire cette unité. Et le seul qui est arrivé à faire, qui a trouvé cette unité, c'est Vigo. Il laisse un souvenir extraordinaire à la fois de vitalité, de tendresse, de gentillesse, et en même temps de cruauté vis-à-vis des choses qu'il n'aimait pas. C'était un homme très tendre, très bon, une tendresse des fois cruelle, même si on peut dire. Une grande tolérance pour les idées des autres. C'est le truc de Rimbaud. Je suis sûr que Rimbaud, on ne l'a pas pris au sérieux du tout. Et ce n'est que plus tard. Il y a beaucoup de gens comme ça qui deviennent des grands bons hommes et qui ont commencé tout petits. Il l'a fait avec Zéro de conduite que personne n'avait vu. Il l'a accompli avec La Talente, qui est un film qui a été mutilé. Et il est mort. Il est mort pendant le montage de La Talente. Par conséquent, imaginez, si vous voulez, Griffith mort avant d'avoir fait La naissance d'une nation. Tout dans ses films antérieurs, car tout ce qu'il a mis dans La naissance d'une nation est dans ses films antérieurs, mais il n'en a pas fait la somme. Et il n'a pas expliqué. Et les gens n'ont pas compris. Quel est le miracle de Vigo? C'est justement qu'il a réussi à unir tellement l'image. Il a fait l'alchimie. Quand on voit, par exemple, Taris, qui est un documentaire, vous avez une image absolument documentaire, qui a l'air totalement réelle, puisque ça a été filmé dans une piscine. Vous avez le son de cette piscine, et ce n'est déjà plus ni le son de la piscine, ni une image réelle, c'est une image surréelle, non pas dans le sens du surréalisme, mais une image plus forte que la réalité. Elle est surréelle, exactement comme un tableau de Rembrandt, et au-delà de la réalité, tellement il est riche, vous comprenez, tellement il est dense, et tellement il est compact. Et c'est là la force de Vigo. C'est là le mystère, c'est ça le miracle. Je parle sur le plan alors de la machine cinéma. Je ne parle pas encore sur le plan de l'art, c'est sur le plan alors de la poésie, etc.
musique aussi, c'est un autre truc. Quand on n'a pas de poésie, on fait appel à la musique, etc. Et dans le cas de Vigo, c'est ahurissant, parce que cette musique qui est utilisée, si vous voulez, cette musique, elle est là vraiment comme un langage, elle ne vient pas là comme un support, elle entre dans le film, elle s'amalgame, et cette musique fait corps, elle n'est pas en plus ou elle n'est pas en moins, elle est dans le film exactement comme, si vous voulez, dans un verre de cristal où il y a 3 ou 4 couleurs, c'est la matière elle-même, ça forme un tout, c'est pas 3 matières juxtaposées, c'est un tout, c'est un amalgame, c'est une alchimie. Vigo a pris la rue, mais il ne l'a pas pris en se distançant de cette rue, comme on pourrait le croire, ou même comme un récit purement naturaliste. Il a pris la rue telle qu'elle est, et en même temps elle n'est pas telle qu'elle est. Elle est différente parce qu'il a transfiguré cette image naturaliste en une image poétique. Mais comment, on ne sait pas. Alors je vous dirais, bien sûr, on vous dira c'est la qualité de la photo, c'est la façon dont ça a été pris, etc., etc. Mais c'est pas vrai, il y a un secret autre. Et ce secret autre qui est en lui, il n'a pas pu nous le révéler. Ce secret autre, bien sûr, à mon avis, c'est lui-même. Vous comprenez, c'est que c'était un des plus grands poètes. Que, si vous lisez, par exemple, des textes de Vigo, je parle de projets de scénario, vous vous apercevez qu'on pourrait publier tous ces projets de scénario de Vigo, et c'est vraiment un grand poète. Mais il est arrivé à faire ce miracle, parce qu'il y a tant de poètes de cinéma, dans le genre dont on dit sont des poètes du cinéma, qui sont simplement des Lamartine, vous comprenez, ou des Liszt, tandis que lui, c'est fantastique, je n'ai jamais vu, on n'a jamais vu, on n'a jamais pu refaire, on n'a jamais pu être, vous me direz, c'est normal, c'est lui. Mais ce n'est pas que ça, il n'y a pas que ça, quand Griffith est Griffith, mais on a pu, en partant de Griffith, s'enrichir. En partant de Vigo, on ne sait pas, c'est le mystère. Si vous voulez, peut-être c'était le hasard, quand je faisais mes cours à Montréal, j'avais acheté comme ça à la gare des trucs, à la gare aérienne, acheté des trucs qui étaient insensés, mais comme ça, de temps en temps, on y découvrait des choses. Et j'avais acheté un truc qui s'appelait Le secret des cathédrales, ou je sais pas quoi, où on parlait des vitraux du XIIIe siècle, et où on dit qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas comment certains vitraux de certaines couleurs ont été faites, on n'arrive pas à retrouver le secret des bleus, par exemple, de Chartres. Ben, c'est exactement le cas de Vigo. Il a fait un bleu, tout le monde cherche à l'imiter, tout le monde en voit la beauté, tout le monde essaye de le suivre, mais personne ne peut répéter ce bleu parce que le secret est perdu. Et le secret est perdu parce que Vigo est mort prématurément. Commençait dans le calme et rien ne laissait prévoir des graves événements qui allaient se dérouler à une cadence accélérée. À Monaco, principauté indépendante, centre touristique idéal, avaient lieu les 8e Jeux universitaires internationaux. La France, avec Monette, Lambert, Paillard et Nakache, s'adjugeait le relais 4 x 200 mètres. Différentes épreuves permettaient de montrer les progrès réalisés par la jeunesse française en matière d'éducation physique. L'épreuve de plongeon de haut vol était remportée par l'Égyptien Ramzi. La nouvelle inouïe de la conclusion d'un pacte de non-agression entre l'Allemagne nationale-socialiste et la Russie soviétique produit dans les démocraties une impression de surprise et même d'indignation devant tant de duplicité de la part des deux contractants.
Afin de signer le pacte négocié depuis longtemps en secret par les diplomates, M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, se rend aussitôt à Moscou par la voie des airs. Dès le lendemain 22 août, M. Chamberlain revient brusquement à Londres. La foule qui l'attend Downing Street l'acclame à son passage. Paris n'est nullement démoralisé par le coup de surprise germano-russe et la vie poursuit son rythme normal. Nous sommes à la veille de la guerre. Nous sommes, d'un côté il y a le plérisme, de l'autre il y a la guerre d'Espagne. On s'attend au pire, on vit dans une espèce d'attente et d'inquiétude, en même temps on vit dans une espèce de paradis qui se prolonge par rapport au reste. Et tandis que les États-Unis et tandis que l'Union soviétique prépare le citoyen, Carnet et Prévert font l'anti-citoyen. Cependant, en Allemagne, on assiste à d'importants mouvements de troupes en direction de la frontière polonaise. De même en Bohème-Moravie, en Slovaquie et en Autriche. À Varsovie, la population conserve tout son calme et se rend à ses occupations habituelles. Le jour suivant, en raison du caractère de gravité de la situation, M. Albert Lebrun quitte sa résidence d'été à Mercy-le-Haut et regagne le pas de l'Élysée. De son côté, le président Roosevelt interrompt brusquement ses vacances pour regagner la Maison-Blanche. À Paris, le Conseil des ministres, réuni à l'Élysée dès le retour du président de la République, examine attentivement la situation internationale et approuve unanimement les mesures de sécurité que M. Édouard Daladier décide de prendre. Réquisition de moyens de transport ainsi que des usines travaillant pour la défense nationale, rappel des échelons 3 et 4 ainsi que de certains réservistes des régions frontalières. Les films comme Quai des Brumes ont horrifié un certain nombre de gens. En réalité, quand on y regarde bien, quel est le film? Quelle est la base de ces films? Quelle est la grandeur de ces films? C'est l'homme. Un homme qui a le sens de l'honneur, son honneur, son sens de la liberté, son sens de sa personnalité, de son vouloir, c'est-à-dire qu'en réalité, aussi bien le personnage de Quai des Brumes que le personnage du Jour se lève, eh bien c'est le futur résistant. À Paris, la décision prise par le gouvernement de rappeler certains réservistes est accueillie avec le sang-froid et le calme qui caractérise l'esprit français en toutes circonstances graves. Les autobus réquisitionnés sont dirigés vers la province et les taxis servent au transport des rappelés. C'est une chose extrêmement étonnante. C'est l'homme de la rue qui est là, qui a son problème, et qui tout d'un coup, quand il va se trouver au milieu des abominations de l'occupation, va se révolter, pas au nom de la peur ou au nom de ceci, au nom d'une morale supérieure. C'est des films d'une morale supérieure. Évidemment transposé dans un monde des bas-fonds, ce qui pousse des problèmes épouvantables, mais finalement, je ne sais pas si la morale des bas-fonds n'est plus honnête que celle de la bourse, ça c'est une autre histoire. En tout cas, c'est un fait. Et je crois que ça, c'est une des choses qu'a le plus senti le public mondial. La foule silencieuse massée Downing Street assiste à l'arrivée chez M. Chamberlain des différents ministres. Le Conseil anglais décide de demander au Parlement, convoqué en session extraordinaire, des pouvoirs exceptionnels en matière de défense nationale. M. Chamberlain renouvelle solennellement la promesse de l'Angleterre de s'opposer par les armes à toute agression. Les chambres, unanimes, accordent au gouvernement les pouvoirs spéciaux qu'il demandait. Devant la tension qui va croissant en Europe, le chancelier Hitler, venant de Berchtesgaden, regagne Berlin. Quelques instants plus tard arrive de Moscou M. von Ribbentrop, qui aussitôt va rendre compte au Führer des négociations du Kremlin. Pendant ce temps, à Danzig, violant les clauses du statut de la Société des Nations, le chef du parti nazi, Forster, se proclame chef de l'État de la ville libre.
sa sainteté Pie XII lance par radio un émouvant appel pour que soit épargnée à l'Europe la terrible épreuve d'un conflit. La force de Carnet, dans Le jour se lève, c'est qu'il part du dialogue. Toute l'image tourne autour du dialogue. Ce n'est pas... La construction du film vient du dialogue. Donc il est absolument un film parlant. C'est un vrai film parlant. C'est pas un film moitié parlant, moitié muet, moitié ceci. Et c'est beaucoup plus visible, d'ailleurs, dans Le Quai des Brumes que dans Le jour se lève. Plus évident, si vous voulez. Mais dans Le jour se lève, c'est pareil. Alors ça, c'est, si vous voulez, dans ce sens, Carnet a fait évoluer le langage cinématographique. Il est un des derniers à avoir été plus loin, et à un moment où vraiment tout le monde tournait à peu près sur la même méthode. Bon. Donc c'est à mon avis une des raisons. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a le contenu du film. Alors, le contenu du film, c'est le message même du film, c'est cette chose fantastique qui est justement ce que je pourrais appeler... c'est un message prémonitoire. Le président Roosevelt télégraphie au roi d'Italie pour lui demander de formuler des propositions en vue d'apporter une solution pacifique dans la crise actuelle. À Londres, Lord Halifax prononce une allocution radiodiffusée. Now that the possibility of conflict again exists, the government have taken steps to declare their attitude, not only to the world, but in a special message to Herr Hitler. No doubt, therefore, can anywhere exist that we mean to fulfill the obligations which we have assumed. I would earnestly hope that in face of all the consequences of a resort to force, and before any step is taken which cannot be retraced, reason may yet prevail. Poursuivant ses efforts, le président des États-Unis lance un appel suprême à M. Moszicki et au chancelier Hitler. Le 25 août, on peut constater qu'à Paris, il n'y a pas le moindre affolement ni le plus léger énervement. Les travaux continuent. Dans les squares et jardins, les enfants poursuivent leurs rondes et leurs jeux sous la tranquille surveillance des maîtres. Par mesure de précaution, seuls les musées sont fermés, la direction des Beaux-Arts ayant décidé de mettre nos trésors artistiques en lieu sûr. Néanmoins, les mesures militaires décrétées continuent. Dans le plus grand calme, les réservistes rejoignent les points de concentration qui leur sont désignés. Dans les casernes, les rappelés prennent livraison de leur pactage. Le personnage du jour se lève, c'est le futur résistant. La preuve, c'est que dès que la guerre a été déclarée, on n'a pas eu besoin des Allemands pour interdire les films Carnet. Ils ont été interdits le jour même de la déclaration de guerre, comme démolissant le moral des Français. Alors qu'en réalité, les films qui allaient démontrer, qui historiquement annonçaient justement la haute moralité des gens qui allaient faire la résistance. Mais la France se doit de conserver, même en ces heures difficiles, sa réputation de souriante élégance. C'est ainsi qu'à La Baule, de nombreux estivants assistent au grand concours d'élégance automobile, au cours duquel les voitures françaises s'adjugent les plus hautes récompenses. Il est certain que l'image de Carnet, la façon dont il aborde un sujet, c'est la puissance, c'est la force, la façon dont il cadre, la façon dont il montre les choses. On est frappé justement par cette force. Cette force, il l'a encore aujourd'hui. Elle n'est pas toujours mise au service qu'elle mérite, ça c'est une autre histoire. Mais ça, à mon avis, c'est sa grande qualité. C'est une honnêteté totale devant, quand il se met place devant un décor, devant un personnage, il le place de la manière la plus simple, la plus brute. Je ne veux pas dire la plus brutale, la plus brute. Il n'y a pas réellement une espèce d'arabesque ou de fausse chose. C'est vraiment ça. Et il y a une espèce de force qui éclate de l'image, qui tire de l'image, et qui fait l'unité d'ailleurs de l'œuvre dans ses sujets.
point faible du cinéma français de tout temps. Ça a été de considérer les acteurs comme des objets. Alors qu'en réalité, les acteurs sont des êtres vivants, ce sont les personnages, et les personnages, c'est la vie, c'est des êtres humains, et vous ne pouvez pas traiter, dans un film qui raconte une histoire, un être humain comme un objet. Là aussi, l'un des miracles de ce renouveau du cinéma français, ça a été justement d'avoir trouvé des acteurs qui, dans ces scénarios, expriment l'être humain, s'amalgament, deviennent, non pas sortent d'eux-mêmes tout en étant eux-mêmes. Un Gabin a imposé, non pas sa propre personnalité, mais un personnage qui s'est identifié à lui. Une femme comme Arletty est capable, tout en restant fidèle à elle-même, elle peut être à la fois Garance et elle peut être à la fois autre chose. C'est comme un paravent qui peut se déployer, si vous voulez. Par conséquent, vous avez là un matériel humain qui avait manqué jusqu'alors au cinéma français, sauf dans de très mauvais films, on faisait appel à des acteurs de théâtre, et alors tout d'un coup ces films aujourd'hui on les regarde comme ça, parce que ce sont des documents extraordinaires de jeux d'acteurs de théâtre, mais pas de jeux d'acteurs de cinéma. Carnet est un assistant, il est assistant de Feder, il va avoir sa chance. Et il a peur. Enfin, il n'a pas peur de lui-même, mais il a besoin de s'entourer d'un certain nombre de puissalides. Donc il a la chance, étant l'assistant de Feder, d'avoir l'amitié de Françoise Rosé qui accepte. Il a la chance d'aller chercher Prévert qui vient, c'est pas encore grand-chose, mais il s'appuie sur Prévert pour pouvoir faire sa mise en scène sans être troublé par cette chose qui est terrible dans le cinéma parlant, c'est que vous ne pouvez pas être à la fois cinéaste et littérateur. Et ça, c'est un problème qui a handicapé terriblement le passé du cinéma. Il y a très peu les gens comme Fellini qui sont capables d'écrire un dialogue et qui sont en même temps capables de faire un film, c'était très prématuré encore à l'époque. Par conséquent, il s'entoure d'une équipe, un travail d'équipe. Il est difficile de parler de Carnet sans parler de Prévert. Carnet, c'est un travail collectif. J'ai décidé de dédier cette quinzaine à Henri et ensuite de demander à Pierre Casse, qui était son ami, d'écrire un article très violent à la suite précisément des attaques que je trouvais légèrement coprophagiques, car je n'aime pas beaucoup qu'on attaque un mort parce qu'il ne peut pas répondre. Mais la raison pour laquelle je lui ai dédié la quinzaine, c'est que moi j'ai appris à voir les films chez lui et que sans lui j'existerais pas, et en tout cas pas non plus la quinzaine, je crois, puisqu'elle est née de la part de metteurs en scène qui ont pris le cinéma chez eux. Alors maintenant, pour les autres, Henri Langlois représente pour toi? Non, je suis tout à fait d'accord. Si vous voulez, c'est entre Strasbourg-Saint-Denis, c'est-à-dire les endroits où passaient les films de série B en France, et la cinémathèque où passaient les films qui ne passaient pas à Strasbourg-Saint-Denis, que j'ai découvert le cinéma. Vous l'avez connu, Henri? Oui, François. Moi, je tiens le même propos, et d'autre part, par exemple, mon premier long métrage que j'ai fait, je crois, il y a 8 ans, c'est un film qui a trouvé une sortie, une petite sortie grâce à Langlois, parce qu'il l'a programmé plusieurs fois à la Cinémathèque et les gens sont venus le voir. Certains s'y sont intéressés et grâce à lui, le film a eu une petite sortie. Sinon, le film serait complètement resté dans les boîtes. Donc il avait une action, je veux dire, même sur le plan de la diffusion, enfin, je veux dire, au-delà de la Cinémathèque. Et Patricia? Moi, c'est indirect, parce que j'ai passé toute mon adolescence en Suisse, un pays où l'importation des films est réglée par le contingentement, mais l'importance de Langlois,
c'est qu'il a décidé, Freddy Buach, à créer une cinémathèque en Suisse. Et Freddy Buach n'avait pas le droit de montrer des films en Suisse, puisqu'il n'avait pas le droit de les importer. Il nous faisait prendre le bateau, nous faisait traverser le lac Léman, et on allait voir les films à Évian. Oui, en tout cas, bon, par expérience de cinéphile, puisque les films ne tombent pas du ciel et qu'on fait du cinéma d'abord à partir d'un amour du cinéma, et que cet amour du cinéma, c'est Langlois en France qui l'a signé d'abord. La plupart des grands cinéastes soviétiques, ce sont des scientifiques, aussi étranges que ça paraisse. Ce pas des artistes. Ce sont des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, qui ont fait des écoles de chimie, qui ont fait des choses comme ça. Alors, pour eux, c'est une chose tout à fait différente. Ils se trouvent devant une mécanique, si vous voulez, parlons franchement, une mécanique peut-être purement plastique, mais une mécanique, et commencent à voir comment c'est fait. Alors, comment on fait quand on veut savoir comment est faite une montre? On la démonte, et puis on sait comment elle est faite et on la remonte. Alors que dans la plupart des pays, c'était purement instinctif. On n'avait pas réellement démonté la montre et compris ce qu'était cette montre. De voir sur tous les murs de Cannes le regard de Langlois, de savoir ce que ce regard a voulu dire, et de se dire que dans cette ville où il ne manque pas d'officiels, où rien officiellement n'a été fait pour lui, aujourd'hui, la Société des réalisateurs de films, la quinzaine des réalisateurs, Perspective, et surtout tous nos amis qui sont ici, viennent dire que quelque chose s'est passé avec Langlois et que ce quelque chose qui s'est passé n'est pas fini. On a dit beaucoup de choses sur le désordre de Langlois. Il n'y a pas eu de désordre de Langlois. Il y a eu un ordre secret très important qui était de dire les films ne se jettent pas après usage. Dans le même temps, on pouvait croire que Langlois était tourné vers le passé. Langlois n'était pas tourné vers le passé, Langlois était tourné vers le futur. La plupart des gens avancent vers le futur à reculons. Ils regardent leur passé. Langlois a avancé vers son futur en marchant et en regardant devant lui. Il n'y a pas eu un jeune cinéaste indépendant à tous les âges où Langlois s'est trouvé au carrefour de la création. Il n'y a pas eu un cinéaste indépendant, jusqu'au plus inconnu de ceux d'aujourd'hui, jusqu'au plus difficultueux devant les difficultés du cinéma, qui n'ait rencontré en Langlois une aide extrêmement importante. Donc, quand on dit un homme qui conservait un homme en désordre, c'est juste le contraire. C'est un homme du plus secret ordre, est un homme du futur. Pourquoi? Parce que le cinéma n'est pas une marchandise. Il peut être une marchandise, mais c'est accessoire. Ce qui est très important, c'est que les films ont obtenu, grâce à lui, une place au milieu des autres œuvres. Et ça, c'est inoubliable. Je veux dire, nous savons tous qui faisons du cinéma, que le cinéma touche quelque chose de très important. Mais nous ne le savions pas autant que Langlois. Vous m'excusez, je fais un discours un peu incohérent, mais il est presque difficile, il est presque impossible de faire sur ce que a représenté Henri Langlois, de faire un discours en 3 points. Et vous me l'épargnerez. Ce soir, c'est très important que ici, quand se poursuivra ce qu'a fait Langlois, on puisse dire et on puisse savoir que rien n'est fini et que rien n'est perdu. Quelque chose s'est passé avec Langlois. Je veux dire, avant, les films existaient naturellement. Mais avant, les films étaient tout simplement une denrée périssable. Depuis qu'il a existé, il n'a pas été le seul à le faire, mais il était le premier et quelque part l'unique à le faire avec cette force. Et je crois que dans un endroit comme ici, quand demain la Cinémathèque continue, quand elle va faire ses projections de films aujourd'hui, demain, quand quelque chose continue, je crois que c'est très important que nous nous disions, eh bien, le combattant qui a été Henri Langlois n'a pas été abattu par ses ennemis, n'a pas été abattu du tout. Nous allons vous montrer un film qui est inédit et qui est une longue conversation d'Henri Langlois et qui est un prélude à une histoire du cinéma parce qu'Henri Langlois a parlé un langage universel, vous le savez bien, et je crois qu'aucun d'entre nous ne l'oubliera jamais. Merci.
Allô? Oui. C'est de la part de qui? Écoutez, si vous voulez parler à M. Henri Langlois, la chose la plus simple, c'est d'appeler vers 9 h ici. Je crois qu'il y sera. Voilà. Bonjour, monsieur. Effectivement, sa contribution est immense, puisque bon, la cinémathèque française, d'abord, je crois qu'il est une des premières cinémathèques au monde. Enfin, là, je ne peux pas beaucoup juger sur le plan mondial, mais je crois que il a été un des premiers collectionneurs sérieux de films, effectivement. Et la cinémathèque est tout de même le creuset où nous sommes formés tous. Oui. Enfin, il y a deux choses. D'une part, le fait que c'est par la cinémathèque n'ait pas existé, je crois que nous n'aurions pas vu tous ces films-là, nous n'aurions pas pu les voir. Et quand je dis nous, je veux dire moi-même, je veux dire Rivette, oui, je veux dire Chabrol, je veux dire aussi Godard, peut-être un peu moins parce qu'il était un peu moins souvent à Paris. Et oui, et nous allions tout le temps à la cinémathèque. Madame, j'ai quitté Paris. Oh, mais vous êtes jolie. Pour vous épiler vos soucis. Mais vous aussi, vous êtes jolie. La campagne, c'est bien loin de la ville. Là, c'est particulièrement vous êtes jolie. Ça sent si bon la naphtaline. Oh, mon amour de 4 sous. Je vends des peignes pour l'époux. Et des dentelles pour l'épouse. Des cartes postales bleues et roses. Voilà, bonjour monsieur. Entendu, au revoir. Henri Langlois, nos spectateurs connaissent une légende et un nom. On le connaît très peu. Et ce nom et cette légende, c'est Henri Langlois. Oui, enfin, c'est vraiment une légende. Hein. Henri Langlois est une légende? C'est un truc qui a été inventé et qui a d'ailleurs magnifiquement réussi en 68 pour empêcher la destruction de la cinémathèque française. Et pourquoi qu'ils ont dû inventer ce truc pour empêcher la destruction de la cinémathèque française? Parce qu'à 2 ou 3 reprises, vous comprenez, il y a eu des tentatives de faire des cinémathèques en France, et ça s'est terminé toujours par un échec et la dispersion des collections. Il y a longtemps de ça? En 33, 34, 35. Et alors, à cause de ça, nous avons tout basé sur des questions de dépôt, de telle façon que si jamais on voulait détruire la cinémathèque, il n'y a plus rien. Si jamais la cinémathèque se disparaissait, ça permettait aux gens qui nous avaient fait confiance de ne pas voir disparaître les documents, parce que c'est incroyable le nombre de documents qui ont disparu à cause de ces 3 créations successives qui ont été des échecs. Et puis, plutôt pas des échecs, ça a été mort-né, si vous voulez. Et puis, vous avez automatiquement la critique, les événements politiques, l'occupation, surtout l'occupation, nous a appris qu'il y avait intérêt quand même à prendre certaines précautions. Et petit à petit, sans le vouloir, on a créé une légende, et cette légende a permis le maintien, le développement et la réussite de la cinémathèque française. Mais c'est une légende, parce que entre nous, mon travail c'est très joli, mais sans Lotte Eisner, sans Mary Emerson, sans tous les gens qui étaient autour de moi, et pas seulement des gens qui travaillaient permanemment. Prenons un exemple, sans Germaine Dulac, sans Jean Epstein, sans Jean Grémillon, sans M. Harley, sans Léon Matteau, sans Jean Tedesco, il n'y aurait pas de cinémathèque. Mais comment sans Malraux non plus. Comment êtes-vous venu à vous occuper de films, de préservation de films, de construire un musée? Mettons que c'est par paresse. Vous n'étiez pas cinéaste? Si, comme tous les adolescents adorent être cinéastes, non? Et de le devenir. Mettons que, si vous voulez, j'ai été moins ou plus malin ou plus lâche, je ne sais pas, que les autres, si vous voulez. Je me suis dit, merde, un cinéaste devient un esclave, il est tout le temps obligé de dépendre d'un autrui, c'est ça l'esclavage, autre chose.
Et par conséquent, il ne peut jamais faire ce que fait un écrivain ou ce que fait un peintre, faire l'œuvre malgré la chose. Ça aussi, ça a dû jouer, ça m'a un peu découragé d'aller vers le cinéma. D'autre part, moi je suis un homme formé par le muet, et par conséquent, je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire un film et ne pas écrire le dialogue. Alors quand on ne s'est pas capable d'écrire le dialogue, il vaut mieux ne pas faire le film. Demain, tous, debout avec nous, nous jurons de bombarder en coup de Dieu bouquin, de qui boîte à conserve, de 6 zonas, munitions entassées dans le grenier, les 6 successifs des jours de fête, en avant, en avant. La musique aussi, c'est un autre truc. Quand on n'a pas de poésie, on fait appel à la musique, etc. Et dans le cas de Vigo, c'est ahurissant, parce que cette musique qui est utilisée, si vous voulez, cette musique, elle est là vraiment comme un langage, elle ne vient pas là comme un support, elle entre dans le film, elle s'amalgame, et cette musique fait corps, elle n'est pas en plus ou elle n'est pas en moins, elle est dans le film exactement comme, si vous voulez, dans un verre de cristal où il y a 3 ou 4 couleurs, c'est la matière elle-même, ça forme un tout, c'est pas 3 matières juxtaposées, c'est un tout, c'est un amalgame, c'est une alchimie. Vigo a pris la rue, mais il ne l'a pas pris en se distançant de cette rue, comme on pourrait le croire, ou même comme un récit purement naturaliste. Il a pris la rue telle qu'elle est, et en même temps elle n'est pas telle qu'elle est. Elle est différente parce qu'il a transfiguré cette image naturaliste en une image poétique. Il y a une chose aussi qui a joué dans les années 30.
c'est la faillite de Gaumont et de Pathé. La faillite de Gaumont et de Pathé a laissé le cinéma français dans une situation épouvantable, puisqu'il n'y avait plus de financement. Et ce qui a sauvé le cinéma français, c'est que les Lloyd se sont substitués au financement du cinéma français, et c'était une compagnie d'assurance. Ils ont donc trouvé un type en France qui les représentait, et voilà comment on faisait les films à cette époque-là. On a trouvé un exploitant qui disait, ben moi je suis bon, ça va, s'il y a Gabin dans tel film, je le prends. Et alors, il s'est passé cette chose fantastique, c'est pourquoi Gabin ou Françoise Rosé ont joué un rôle considérable. Par exemple, dans le cas de Carnet, s'il n'y avait pas eu Françoise Rosé, s'il n'y avait pas eu Préjean, il n'aurait jamais pu tourner Génie. Son premier film. Son premier film. C'est la caution de ces deux acteurs qui a fait qu'il a trouvé des salles, que les salles ont cautionné qu'elles étaient prêtes à prendre le film, qu'à ce moment-là, la Lloyd s'est donné l'argent. Et c'est cette chose. Et alors, on est passé des acteurs. D'abord, ça a créé une épuration chez les acteurs absolument fantastique, parce qu'il y avait des fausses vedettes tenues par les distributeurs et les producteurs, qui ont cessé d'être des vedettes et qui ont été remplacées par les vraies vedettes, c'est-à-dire celles que le public réellement aimait. Et alors, vous avez par exemple, prenez le cas de Morgan. Michel Morgan était une inconnue. Et puis il y avait les exploitants, c'était encore des exploitants. Par conséquent, à la sortie, ils entendaient les gens dire « Ah, elle est bien, cette fille, elle est bien ». Et Morgan est devenu à son tour quelqu'un à qui on se dit « Tiens, s'il y a son nom dans le film, on reprend le film ». Et puis à la fin, ça finit d'une façon absolument fabuleuse, parce qu'il n'y avait plus besoin d'autre nom que celui du metteur en scène. On n'avait plus besoin de Gabin pour que Carnet fasse un film. Il n'y avait plus besoin de Stroheim pour que Renoir fasse un film. C'est comme ça qu'on est arrivé à la règle du jeu. Pratiquement, la France est un des pays où il y a eu le moins d'œuvres détruites. Si vous pensez par exemple que la totalité des négatifs originaux de la production italienne des origines jusqu'à 1928 a été complètement perdue en Italie, prise par les Allemands, que la totalité des films, il y avait un pays d'une richesse folle en vieux films, c'était la Belgique, et que la totalité de ces films a disparu, à part quelques rares films qui sont à la Cinémathèque de Belgique, on vous dit, tiens, bah, après tout, la Cinémathèque a fait un certain travail sous l'occupation. Parce que sans que je le sache, si vous voulez, en 42, c'était en 42 quand il y a eu l'invasion de l'Union soviétique, les gens qui étaient ici au service de propagande allemand sont partis, ils ont été remplacés par d'autres. Bon. Or, on a su beaucoup plus tard que ces autres n'étaient pas des nazis. Alors ça a évidemment beaucoup facilité les choses. Mais on raconte des histoires ou des anecdotes, c'est peut-être pas le cas, où Henri Langlois enterrait des films dans le bois de Vincennes et les cachait dans les caves des amis, chez des amis. Non, c'était beau. Non, la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus fantastique, si vous voulez. Quand je suis rentré à Paris après l'armistice, il n'y avait rien. Pendant 2 ans, on ne savait pas où étaient nos films. Personne n'était capable de nous dire où étaient nos films. Et puis c'est le miracle, toujours la même chose, le destin, qui a fait que l'opéra a eu besoin d'un film qui lui servait de décor pour une pièce que les Allemands, l'Académie de Berlin a demandé que l'on joue, et pour un opéra que l'Académie de Berlin a demandé à jouer. Et c'est comme ça que Germain Dulac me téléphone en me disant, écoute, on a retrouvé ce film, accompagnez-moi.
On va voir s'il n'y a pas les autres films. Et tous les films étaient là. Et l'endroit où étaient les films, c'est une chose étonnante. C'est le bureau de la Columbia, qui sont toujours là, Warner Columbia, c'est-à-dire en face de chez moi. Les films de la Cinémathèque étaient en face de chez moi sans que je sache. Dans l'immeuble en face. Nous étions au 9 rue Troyon, et je crois que la Columbia est au 12 ou 13, je sais pas. En face, juste. Et ça, c'est le destin. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. Quel joli théâtre. Quel beau métier, n'est-ce pas? Oui, ce serait pas mal si on mangeait à sa faim. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. J'ai un cas tout à fait particulier. Un jour, j'ai passé des films d'un certain nombre de metteurs en scène à Montréal, justement, au cours, bobine par bobine, comme ça, pris au hasard, et je me suis aperçu d'une chose, c'est que Bergman, c'est presque tactile. Son image est presque... On a l'impression que c'est du relief et qu'on peut toucher, que c'est pas une matière translucide, c'est presque de la sculpture. Alors, si vous remarquez Rossellini, c'est exactement la même chose, c'est un volume, il n'y a pas de différence entre les acteurs qui jouent comme Anna Magnani, par exemple, les enfants, les fonds, la ville de Rome qu'on voit dans le lointain, tout ça c'est la même chose, c'est le même amalgame, c'est la même chose, c'est la même force. Le fakir des Indes, qui ne craint pas le feu et affronte la mort à chaque instant. Attention, attention, regardez les sauts qu'il fait. Regardez cette souplesse. Un autre se casser la figure sur le trottoir. Regardez, regardez, sensationnel. Allez, passez la falaise. Nothing. What's this? C'est un vrai lapin. Quel phénomène.
Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Je me débile, il n'y a rien à gratter ici. T'as raison, Alfonso, on met les bouts. Non, mon gars, j'ai pas besoin de toi pour aller sur les quais. Alors, tu nous laisses tomber? Il y a un anéologue qui voudrait me vendre une couverture. Il y en a plein une baraque là-bas. Je reviendrai à 4 heures. Amande grillée, amande grillée, amande grillée. Servez-vous. Merci. Demandez amande grillée, amande grillée. Mangez les amandes grillées. Tiens, donne-moi un peu de feu. Amandes grillées. Qui veut des amandes grillées? Alfonso, veux-tu gagner 50 livres? Non, je veux en gagner 200. 200 livres? Oh, c'est beaucoup. Alors mettons 150. D'accord, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est pas trop dangereux. Non, t'as qu'à surveiller la place. Dans le cas où les flics y rappliqueraient, on s'occupe d'un nègre américain. Vise un peu les belles quenottes. Tiens, je te les vends 200 livres. Ah non, moi ce qui m'intéresse c'est la veste. Et regarde un peu ces godasses. Sa veste vaut bien 300 livres. Oh, je veux voir le petit Angelo. Arturo, laisse-le. Je vais l'emmener chez Antonio. Ah non, laisse-le. La paix, t'as touché 150 livres. Toi, lâche-le. Allons, laissez-le tranquille. C'est que je le connais. Allez, lâchez-moi le camp. Tant de petits galopins. Tu retrouveras une grande brute. Hé, police! La police! La police! Et même à cette époque, est-ce que vous commenciez à aussi sauvegarder les éléments de film, pas seulement le film lui-même, mais les choses qu'on voit dans le musée? C'est-à-dire qu'au démarrage, je pensais que la Bibliothèque nationale, par exemple, conservait les affiches. Je pensais que c'était pas la peine de collectionner les photos. Et puis je me suis aperçu que la Bibliothèque nationale collectionnait les affiches, mais pas toutes les affiches, et que la plupart des affiches de cinéma n'étaient pas à la nationale. Je me suis aperçu que, de toute façon, comme instrument de travail, les livres sont indispensables. Par conséquent, il a fallu commencer à acheter des livres. Puis je me suis aperçu, quand je suis allé pour faire des recherches pour des revues ou des choses comme ça dans des bibliothèques, je me suis aperçu que les bibliothèques n'étaient pas si fournies en livres. Alors je me suis dit, bon, il y a peut-être le dépôt légal, mais c'est pas une raison. Conservons, recueillons tout ce que... Et puis il y a eu des expositions qui ont été faites. Il y a une exposition qui a été faite à Milan. Cette exposition qui a été faite à Milan a provoqué, si vous voulez, pour un moment opportun, où il y avait encore des gens à Paris, la recherche de documents pour être exposés, grâce auxquels les documents ont échappé à une catastrophe. Et est-ce que c'est là un peu le début du musée du cinéma? Oui, mais enfin, le musée du cinéma s'est ouvert en 1948. C'était une petite salle, c'était 3 étages dans un petit immeuble, mais enfin, c'était pas mal. Nous touchons à la fin de la préhistoire, de la première étape du cinéma. Et évidemment, quand vous êtes dans cette salle de Méliès, tout le monde connaît Méliès maintenant, c'est une lumière, ce sont 2 noms qui expliquent tout. Seulement, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que Lumière était millionnaire. Edison, et après c'était Lumière, était aussi un millionnaire. Et Méliès aussi, c'était un millionnaire. C'est-à-dire que les grands, les hommes qui ont permis le cinéma, qui ont fait, si vous voulez, qui sont au point de départ du cinéma, sont tous des gens qui n'avaient pas besoin de convaincre personne, n'avaient pas besoin de producteurs. C'est leur propre producteur. Donc c'est très facile, vous comprenez. Le pire pour un homme pour un pionnier ou pour un inventeur, c'est le moment où il doit aller expliquer à quelqu'un ce qu'il a inventé devant un imbécile qui comprend rien et qui se demande si vraiment ça va lui rapporter de l'argent.
Au départ du cinéma, il y a, si vous voulez, des analphabètes, donc des autodidactes. Et à partir de ce moment-là, jusque, si vous voulez, vers 1932, ces autodidactes n'ont cessé de découvrir le langage cinématographique, de le faire progresser. Le public, d'année en année, s'est formé. Par conséquent, la grande épopée du cinéma a commencé avec ces films-là. Là, ici, nous sommes toujours, vous savez, ça c'est Feuillade, Fantomas, Musidora, les vampires. Et alors, évidemment, à partir de 14, le cinéma français qui avait tout mis en place, tout le système actuel, production, distribution, exploitation, etc., a été mis en place par Pathé, surtout par Pathé. Et bon, ils ont passé, une fois qu'on a fait ça, d'autres l'ont suivi, c'est arrivé Hollywood. Et puis, à l'avènement d'Hollywood, si vous voulez, avec intolérance, etc., il y a eu une situation un peu paradoxale, parce que vous voyez, voilà le décor de Cagliari, qui est de 1919. J'ai mis ça en contraste pour voir qu'on voit bien la différence entre l'esprit des deux cinémas, le vieux cinéma français qui stagnait et le cinéma allemand qui était à l'avant-garde. Alors, en réaction contre le cinéma français qui stagnait, vous aviez l'avant-garde. L'avant-garde qui s'était Gans en 1917. Alors ici, vous avez l'avant-garde Gansienne et de Luc. Le montage court et ça aboutit à Potemkin. Et puis, à partir de 24, le cinéma mondial, toutes les écoles se rejoignent, non dans une période classique, c'est cette période classique, qui est illustrée, si vous voulez, en France, par l'avènement de René Clair. L'hommage à René Clair pour la période où René Clair, si vous voulez, a joué un rôle déterminant dans l'histoire du cinéma. Après, c'est un grand auteur, puisque là, il a joué un rôle quasi déterminant. Dans ces années 30, 31, 29. La Cinémathèque avait en 67 75 employés. Et tous étaient remarqués, on faisait des critiques, mais finalement, maintenant, je me rends compte qu'ils étaient tous parfaits. Sinon, s'ils n'étaient pas absolument parfaits, ils étaient presque parfaits. Hein. C'était pas mal. Bon, c'était donc quelque chose d'extraordinaire, comme ça. C'était une machine qui roulait magnifiquement. Bon, actuellement, nous sommes 15, puisque je ne peux pas, je parle 15 qui font vraiment du travail. Le reste, ce sont des gardiens, ce sont des contrôleurs, ce sont des gens comme ça qui travaillent aussi avec amour. Mais arriver à faire le travail de 75 personnes avec 15 personnes, c'est plutôt terrifiant. Parce que vous avez, à la fin, vous finissez par ces frégolies. Vous comprenez alors, quand vous avez le temps de changer, de faire le travail, il est fait. Quand vous n'avez pas le temps de faire le travail, il n'est pas fait. Pendant ce temps-là, vous avez parce que le travail de la Cinémathèque n'est pas si simple que ça. Vous avez donc la programmation. Bon, la programmation, c'est déjà, je ne sais plus combien de films à montrer chaque jour. Bon, c'est déjà un impératif. Bon, ensuite, au même moment, vous êtes en train d'évacuer les 50 000 films de la Cinémathèque dans d'autres lieux. Je ne sais pas si vous réalisez, hein. Et c'est deux personnes qui font ça. Les deux personnes qui font ça sont les personnes qui, normalement, devraient assurer comment dirais-je, la livraison des films pour la programmation. À partir de ce moment-là, c'est pas très drôle, hein. Bon, là-dessus, vous avez une seule personne qui est obligée à la fois de faire le secrétariat, les choses les plus délicates, parce qu'elle travaille la nuit, alors comme ça, c'est toujours la nuit qu'on travaille le plus, et puis en plus qui doit faire les tirages, les développements, les ceci, s'occuper des recherches. En plus, vous avez les membres de l'association de la Cinémathèque française, qui eux sont habitués à nous demander, nous voulons le film dans 48 heures. Ce que nous fournissions sans aucun problème en 1967. Aujourd'hui, le type, il doit choisir, ou bien il doit évacuer, ou il doit y livrer, ou il doit chercher le film. Donc ça prend déjà beaucoup de temps. Puis alors, comme il y a l'évacuation, je ne sais pas si vous avez jamais assisté à un déménagement. Dans un déménagement, tant que vous n'avez pas remis les choses en place, c'est le plus grand désordre.
C'est épouvantable. Bon, alors là-dessus, vous avez les pourparlers. Et puis ensuite s'ajoute un problème majeur, qui est devenu majeur à l'actuel, comment trouver l'argent pour payer le personnel. Bon, comment trouver l'argent pour payer les timbres, comment trouver l'argent pour payer le téléphone, qui de temps en temps est coupé. Alors, et comment trouver l'argent pour empêcher que la sécurité sociale ne vienne saisir. Bon, alors ça, quand vous vous trouvez comme ça, en vous disant demain il me faut 2 millions, que vous êtes dans une période de récession, comme c'est le cas en France actuellement, vous savez, c'est pas drôle, hein. Par conséquent, ça vous explique les sautes d'humeur. Et la deuxième chose à laquelle que vous ne réalisez pas, c'est qu'il y a un principe à la Cinémathèque française que j'ai toujours appliqué. J'ai horreur, vous comprenez, les gens ne comprennent pas. Vous travaillez avec quelqu'un et vous dites bonjour monsieur, bonjour madame, mais quand vous êtes avec votre femme ou avec vos meilleurs amis, vous vous disputez. Bon. Alors moi j'estime que l'amitié, il faut gueuler, mais à une condition, c'est que la personne contre laquelle vous gueulez puisse vous engueuler aussi. À partir de ce moment-là, ça vous explique toute l'affaire de la Cinémathèque. La Cinémathèque est un endroit où on peut dire vous m'emmerdez à moi, et moi je peux répondre vous m'emmerdez. Et les deux choses marchent ensemble. C'est le contraire de monsieur le directeur, vous comprenez? Et l'avenir immédiat et l'avenir à longue échéance de la Cinémathèque française, comment l'entrevoyez? Le problème de l'avenir immédiat de la Cinémathèque française, c'est de la restaurer dans son plein, dans ses objectifs absolus. Et la suite, hélas, il faut trouver des gens, je dis hélas parce que j'ai un temps assez court, il faut trouver des gens qui maintiennent la Cinémathèque française dans son état d'indépendance totale. J'ai vu vraiment tous les personnages qui avaient fleuri, qu'on relisait dans les mémoires de Saint-Simon, qui avaient complètement disparu de la circulation, qui n'étaient pas visibles. Et je les ai vus renaître. En 10 ans, ils ont refleuri, tous ces gens. Alors, le problème de la relève, c'est qu'à cause de ces gens, comment pourrais-je trouver les gens capables, non pas de me remplacer, mais d'arriver à être assez fort pour que dès le premier jour, ils puissent me remplacer. Parce qu'autrement, on les tuera.